Bonjour, merci d'être venu. Merci d'être venu donc au lancement de P16 qu'on célèbre aujourd'hui. On va passer la journée ensemble. On va commencer par une matinée avec quelques prises de parole institutionnelles pour comprendre un petit peu le contexte et l'environnement de P16. Et puis on aura une après-midi avec des tables rondes sur les enjeux qui sont portés par le projet P16, l'open source, la souveraineté numérique, les partenariats entre le monde académique et le monde industriel. Et puis, on espère que vous pourrez rester jusqu'au cocktail qui se tiendra ce soir au campus cyber. Je laisse la parole à Monsieur François Cuny, qui est directeur général délégué à l'innovation à l'INRIA et qui va introduire la journée. Merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui, ou plutôt très heureux de vous accueillir ici au campus cyber. Donc, je suis effectivement François Cuny, directeur général délégué à l'innovation d'INRIA, et je vais commencer par deux excuses. Celle de Bruno Sportis, le PDG d'INRIA, que vous avez peut-être croisé tout à l'heure, mais qui a dû rapidement s'échapper pour aller au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Il a été appelé. Et excusez aussi l'intervention qui était prévue pour le SGP, le secrétariat général pour l'investissement de Florent Kirchner, qui devait venir ce matin, mais qui a eu un petit accident de moto. Il va très bien, mais il a plein de formalités à remplir ce matin pour suite à... Voilà, il l'avait évidemment pas prévu. Donc on va avoir un tout petit peu plus de temps avec Johan dans notre séquence. Non, c'est pas vrai parce qu'on a démarré 10 minutes en retard. Le contexte, vous le savez, ça vient d'être dit, c'est le lancement d'un programme qui s'appelle P16. Et je disais, très heureux de vous accueillir ici au campus cyber. Ça me permet de faire le lien. P16, c'est un programme de France 2030 dans le cadre de la stratégie nationale en intelligence artificielle. On y reviendra. Et ici, le campus cyber est très lié à la France 2030 et à la stratégie nationale en cybersécurité. J'en profite juste pour vous dire un mot, parce que dans ce même France 2030, il y a plein d'autres programmes thématiques comme ça, et puis il y a des projets, des programmes qui se déroulent, et ici on porte collectivement le monde académique un autre projet qui s'appelle le programme de transfert au campus cyber au 3e étage. J'ai pas vu les gens, mais il y a Michel Moni qui est le directeur de ce programme qui vient venir cet après-midi ou aujourd'hui nous dire bonjour, et ceux qui le souhaitent, il n'y aura pas de problème pour vous faire visiter les étages du bâtiment si ça vous intéresse. Donc ça c'est juste sur le lieu. P16. Alors déjà, pourquoi P16 ? Il y en a qui le savent, d'autres ne le savent pas. En fait, au moment du lancement de la stratégie nationale en intelligence artificielle, il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été établies, et la 16e, c'était celle-là. Et donc, on a gardé un nom de code hyper volontaire, et c'est la 16e mesure. Qu'est-ce que ça va être P16 ? C'est des informations extrêmement administratives, mais ça va être 5 ans là, déjà de soutien de France 2030 avec un budget de 8 millions d'euros. Confié par une lettre de mission à INRIA en tant qu'agence de programme. Et je vais vous dire pourquoi je précise ça, parce que ça ouvre à INRIA des responsabilités bien au-delà de l'Institut pour l'ensemble du monde académique. Dans un schéma un peu innovant, ou très innovant, et de structuration entre le public et le privé, parce que vous savez peut-être que P16, et on en aura l'occasion pendant toute la journée de le voir, c'est un programme avec la mobilisation du monde académique, mais également, c'est une autre mesure qui est très accompagnée à travers la création d'une entreprise à mission de souveraineté industrielle et numérique, EMSIN, MSIN, ça doit être ça, qui s'appelle Probable, et dont son PDG, Yann Lechel, vous parlera longuement aujourd'hui. L'enjeu de ce programme, c'est très technologiquement, je dirais, de développer, de maintenir et de déployer un ensemble de librairies logicielles ouvertes pour l'ensemble du cycle de vie de la donnée. Alors, je ne vais pas préciser parce que ce n'est pas mon domaine et vous en parlerez beaucoup, mais vous voyez cet enjeu autour aujourd'hui de la manipulation des données qui se caractérise beaucoup par des sujets autour de l'intelligence artificielle, le machine learning, des choses comme ça. C'est ce thème que l'on attaque, et avec
une dimension extrêmement importante qui est pour nous la résilience et l'autonomie de la France, de l'Europe, vis-à-vis de ces technologies qui deviennent absolument incontournables, et via une conviction, c'est que l'innovation est un coin à mettre dans la porte pour pouvoir se rendre résilient et autonome, pour anticiper ce qui va se passer, et là à travers l'innovation ouverte et donc des technologies open source. Le point de départ, c'est évidemment plein de discussions autour de tout le cycle de la donnée, mais un exemple qui n'est pas un exemple, qui est un succès mondial et incroyable, qui est la librairie Scikit-learn, dont on reparlera à beaucoup de reprises aujourd'hui, sur lequel on veut évidemment s'appuyer, que l'on veut continuer à soutenir, à développer, et plein d'autres technologies qui vont venir peut-être tirer parti de la compréhension qu'on a justement grâce à Scikit-learn de ce qu'on peut faire, de comment on peut le faire, comment on peut aider. Je l'ai dit, ce projet, il est dans une ambition qui dépasse largement INRIA en tant que pilote, puisque c'est pour l'ensemble du monde académique, donc la mobilisation du monde académique, mais en plus dans des partenariats avec le monde industriel, probable, mais également plein d'autres. Je crois que dans la salle, il y a beaucoup de partenaires industriels du projet. Et évidemment, c'est ce sujet qui nous drive. Et donc, c'est une grande fierté, évidemment, pour INRIA d'avoir la responsabilité du pilotage de ce projet, mais c'est aussi une fierté qui nous oblige évidemment vis-à-vis de l'État, dans le soutien qu'il nous apporte, mais qui nous oblige aussi vis-à-vis de nos collègues du monde académique, et qui nous oblige vis-à-vis de nos partenaires du monde industriel. Donc on va avoir un petit peu de travail, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en tant que représentant de la direction générale d'INRIA, j'ai affirmé évidemment non seulement notre fierté, mais notre soutien, notre ambition et notre envie d'aller dans cette dynamique. Je terminerai mes quelques mots pour passer un certain nombre de remerciements. Évidemment, remerciements aux représentants de l'État, de France 2030, de la stratégie nationale en intelligence artificielle, Yoann qui va s'exprimer juste après moi pour la DGE. Le SGPI, Florent Kirchner n'est pas là, je ne sais pas s'il y a d'autres représentants de secrétaire général pour l'investissement, mais qui ont été évidemment au cœur de la construction de cette là, et les deux ministères, ministère de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique, et le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, à travers leurs deux opérateurs, sont l'ANR, donc l'Agence nationale de la recherche, dont il doit y avoir des représentants, voilà, et la Banque publique d'investissement, BPI, qui, à travers French Tech Souveraineté, mais je pense que Yann en reparlera, sera aussi très supportif. Et puis un dernier mot, parce que tout ce projet, il n'aurait pas émergé sans l'énergie et l'huile de coude de beaucoup de personnes. Je pense en particulier à Jean-Michel Lefebvre, qui était le directeur du programme IA chez INRIA quand on a lancé ces travaux. Évidemment, les deux scientifiques qui sont aujourd'hui directeurs scientifiques du programme P16, que sont Fabien Gandon et Gaël Varocco. Je ne voudrais pas oublier Selma, la directrice exécutive du programme, qu'on peut applaudir déjà parce que pour l'organisation de cette journée, elle a beaucoup œuvré. Et je ne vais pas citer tout le monde, mais sachez que, en tout cas, chez INRIA, l'ensemble des services, je pense évidemment à la direction de l'innovation, mais tous les services d'accompagnement, RH, juridique, financier, les scientifiques, il y en a une quantité impressionnante qui ont vraiment beaucoup travaillé, parfois en urgence, parce qu'on sait que ces projets mettent un peu de pression dans la machine. Donc merci, un grand merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée d'échange, de travail, de découverte ou de lancement de ce projet. Et puis surtout 5 années extrêmement fructueuses autour de ce programme qui nous paraît majeur pour la résilience et l'autonomie technologique de la France et de l'Europe. Merci. Merci beaucoup François et bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Alors bon, moi aussi je voulais commencer le propos introductif par expliquer l'histoire, l'origine du nom P16. Bon voilà, c'est l'inconvénient de passer en deuxième, mais c'était aussi pour vraiment ancrer ce programme P16 et Probable dans la stratégie nationale IA. Et pour nous, on le voit, P16 et Probable comme des investissements clés de la stratégie.
et des investissements d'infrastructures. Au même titre que les infrastructures du côté hardware, donc des supercalculateurs et de la puissance de calcul publique en IA, avec, vous le savez, des investissements qui ont été faits sur le supercalculateur Jean Zay pour réabonder le supercalculateur de nouveau GPU dernière génération. Bientôt Alice Recoq, un supercalculateur EuroHPC et qui va permettre d'avoir un supercalculateur exascale en 2026. Au même titre que ces investissements d'infrastructures hardware sont vitaux, les infrastructures logicielles sont aussi tout à fait stratégiques pour la France, pour rester dans la course à l'IA. C'est un maillon essentiel de notre autonomie stratégique sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'IA, de l'intelligence artificielle. Et je pense que parfois, on a tendance à l'oublier, vu la course effrénée au GPU. Les infrastructures logicielles sont vraiment un élément très stratégique. Et le lancement de P16, c'est l'occasion rêvée pour remettre vraiment ce caractère stratégique en avant, avec, on l'a rappelé, scikit-learn, une success story à la française. Je crois plus d'utilisateurs, plus de téléchargements que TensorFlow et PyTorch réunis. Et donc on voit sur ces infrastructures logicielles, la France, l'Europe ont des capacités d'investir pour aller concurrencer les plus grands, les États-Unis, la Chine, voire même de les dépasser. Et donc, voilà, si ces investissements ne continuent pas, et c'est le constat qu'on avait fait à la stratégie nationale, il y a un risque de s'en remettre aux solutions d'acteurs extra-européens et non souveraines. Et je voulais juste vous partager une actualité qui m'a marqué très récemment. OpenAI a décidé de retirer des modèles GPT 3.5, dont d'ailleurs GPT 3.5 Turbo, qui est très prisé des développeurs, tout simplement de les retirer, avec comme seule option pour les développeurs qui s'étaient appuyés sur ces modèles d'IA pour les intégrer et intégrer des modèles de langage dans leurs produits ou dans leur stack logiciel, comme seule solution, une migration vers GPT-4. On voit très bien que ce n'est pas, comment dire, il faut se prémunir de ce genre de décision. Et donc, avoir des infrastructures logicielles souveraines, c'est vital pour cette autonomie stratégique qui passe aussi, et c'est mon deuxième message aujourd'hui, par ce parti pris de l'open source en réalité. L'open source, c'est l'ADN de scikit-learn, c'est comme ça que ça a été pensé. Et si je reprends l'exemple d'OpenAI, la décision d'OpenAI aurait été, on va dire, pas si grave si OpenAI avait décidé de mettre en open source ces modèles GPT 3.5. Et on voit bien que le logiciel libre, l'open source, c'est une garantie de stabilité, un terreau d'innovation et de diffusion, j'y reviendrai, sur du temps long. On peut revenir à des modèles d'open source, on peut se réapproprier des outils et on n'a pas d'obsolescence programmée de certains modèles. Et donc l'open source, c'est vraiment l'avantage comparatif de scikit-learn, du projet P16, avec aussi le choix d'un modèle économique qui est intelligent, avec Probable, pour proposer des services commerciaux sur cette base open source. On ne peut pas laisser en fait les GAFAM tirer les bénéfices des briques logicielles open source qu'on développe par ailleurs. Et donc, un autre propos qui nous tient à cœur à la stratégie nationale, c'est de vous dire que la stratégie nationale, comme P16, a aussi fait le pari de l'open source. Nous finançons à hauteur de 130 millions d'euros différents dispositifs. Vous connaissez sûrement le programme DeepGreen, qui permet le financement d'une plateforme qui se base sur la bibliothèque logicielle N2D2 pour permettre l'embarquabilité d'algorithmes de deep learning dans des environnements de confiance. Nous avons aussi financé le programme Confiance AI, donc un programme qui est porté par un consortium d'industriels à hauteur de 40 millions d'euros sur 4 ans. Et ce programme Confiance AI permet de déployer des systèmes d'intelligence artificielle sur des systèmes critiques. Autre exemple plus récent de projet que nous avons financé via l'appel à projet commun numérique pour l'IA générative, nous avons lancé en 2023, avec cette idée, pareil, d'avoir des communs numériques, des autoroutes de l'IA générative
sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'IA générative, donc des bases de données d'apprentissage, en passant par des outils de fine-tuning, jusqu'aux API et aux outils d'évaluation. Et donc, l'ensemble de ces dispositifs représente 130 millions d'investissements de la stratégie, ce n'est pas rien, avec aussi cet axe de l'open source qui n'est pas naïf. Donc, et d'ailleurs, j'ai retrouvé dans le dossier P16 une phrase qui m'a bien plu, ouvert autant que possible, fermé autant que nécessaire. Et je pense que c'est vraiment cette voie-là que la France doit prendre. Et donc, le pari de l'open source, j'en terminerai sur ce dernier message, c'est aussi un pari sur la diffusion. La diffusion, le logiciel libre, c'est un levier de croissance pour nos économies, pour nos entreprises. Et le lot 1 de P16, je pense qu'on y reviendra dans la journée, revient aussi sur ces fondamentaux qui ont permis l'avènement du web sur des standards ouverts, avec donc dans le lot 1 cette architecture d'échange de données sur la base de standards ouverts du web. Je trouve que c'est une approche très intéressante. Et juste pour revenir sur le caractère vraiment levier de croissance du logiciel libre, il y a un rapport que je vous invite à découvrir de World Metrics qui vient de paraître en 2024 et qui recense les bénéfices de l'open source. 2 chiffres, 60 milliards d'économies par an pour les entreprises qui utilisent des logiciels libres et 80% de nos smartphones qui tournent sur des logiciels open source. Donc on voit vraiment l'importance du logiciel libre au sein de nos économies. Et donc voilà, on n'a pu que soutenir l'ambition de P16 et de Probable de faire de l'open source et de ces bibliothèques logicielles des leviers de croissance pour accélérer la transformation numérique de nos entreprises et notamment de nos PME et nos ETI via l'intelligence artificielle. Et l'O2 qui a attrait à l'automatisation du data wrangling va aussi dans le sens de démocratiser le recours de ces outils de façon globale. Voilà, donc un enjeu de souveraineté fort, vous l'avez compris, vraiment une stratégie, un parti pris de l'open source. Et en mot de conclusion, pour finir sur cet aspect de diffusion, c'est vraiment aussi au cœur de la stratégie nationale pour l'IA, la phase 2 de la stratégie nationale, le sous-texte, son intitulé, c'est la diffusion de l'IA au sein de l'économie. Et donc P16 et Probable participent pleinement à cette stratégie. Et donc on compte sur vous. On croit vraiment en ce projet, on sera vraiment attentif aux résultats, on y croit beaucoup. Et donc longue vie à ce projet, à P16 et à Scikit-learn. Merci beaucoup. Merci Johan, merci François pour cette ouverture et cette introduction. Et puis même si vous nous avez bien spoilé, on va passer tout de suite à la présentation de P16 et puis de Probable. Et du coup, je donne la parole à Selma Souyel, directrice du projet P16. Bonjour à tous, merci de vous être déplacés. Je vais reprendre quelques-uns des messages qui ont déjà été présentés par François et par Johan, mais cette fois-ci avec un support visuel. Donc je m'adresse aux personnes qui sont plus visuelles dans la salle, qui vont voir défiler des formes, etc. Donc je reviens sur l'histoire ou l'historique de P16. C'est évidemment la stratégie nationale de recherche en IA, la stratégie nationale en IA, et c'est l'application ou la concrétisation de cette mesure numéro 16, la fameuse, dans le cadre également plus large du plan France 2030 pour développer l'autonomie technologique de la France et rendre la France un vrai leader en termes d'innovation. Donc c'est de là que vient cette appellation P16 et François a eu l'occasion de le rappeler. Maintenant, la mission de P16, c'est vraiment au-delà de juste du développement technologique. C'est une mission qu'on pourrait synthétiser en 4 verbes d'action. Donc, il y a d'abord le développement des communs, développer des communs qui pourraient ensuite être intégrés les uns avec les autres, créer des ponts aussi entre les différentes bibliothèques. Donc ça fait partie de notre mission. Il y a la mission de la pérennisation, et ça, je pense que Yann aura l'occasion d'y revenir, mais pérenniser, c'est maintenir à long terme, c'est faire en sorte que les bibliothèques qui ont été développées par des chercheurs
pour leur recherche puisse être maintenue à long terme et puisse être réutilisée par d'autres utilisateurs, que ce soit dans le monde académique ou dans le monde industriel d'ailleurs, donc pérennisée, et puis disséminée, qui est aussi un vrai verbe d'action, à la fois dans le monde académique, par de la formation, et dans le monde industriel, avec du service, du produit qui peuvent accompagner l'utilisation de P16, mais je vais pas de l'ensemble des bibliothèques développées dans le cadre de P16, mais je ne vais pas spoiler Yann. Donc vous voyez qu'on a ces 4 verbes, et en réalité, ces 4 verbes, ils sont à la puissance de 2 acteurs, et non pas d'un seul. Ce n'est pas que INRIA qui est là-dedans, il y a aussi P16, donc Probable. On a ce montage inédit, public-privé, INRIA pour la partie développement amont, pré-industrialisation des bibliothèques logicielles identifiées, et puis Probable qui va travailler sur tous les aspects industrialisation et, comme j'ai eu l'occasion de le dire, le développement d'une offre de produits et de services qui accompagne l'utilisation de ces briques logicielles. Donc, pour ceux qui sont attentifs dans la salle, vous aurez vu que 4 à la puissance de 2, et ben, ça fait 16. Donc, le projet P16. Voilà. Donc, l'action technique de P16, initialement, elle repose sur un socle de 3 lots. Donc, il y a d'abord le lot interopérabilité, avec le développement d'une solution distribuée, ouverte pour l'accès, l'échange, le partage des données. Et en reposant effectivement, comme l'a rappelé Yann, sur les standards du W3C. Et INRIA apporte dans ce cadre la bibliothèque Corez, qui est développée au sein de l'équipe de Fabien Gandan, que je présenterai dans une slide, je pense, dans le cadre de la présentation globale de l'équipe. Donc, cette bibliothèque Corez, qui étend les standards du web, qui permet d'accéder, de modifier, de valider également des jeux de données, des graphes de connaissances et des données de type RDF. Donc ça, c'est plutôt pour la première partie interopérabilité. Ensuite, on a la deuxième action qui est le nettoyage des données, donc la préparation, la vectorisation, leur mise en forme, etc. Ça a été identifié comme un véritable goulot d'étranglement dans le travail des data scientists. C'est vraiment l'action, ou la tâche qui est la plus chronophage dans leur travail. Et INRIA va apporter dans ce cadre la bibliothèque Scrub, qui est développée par les équipes de Gaël Varocco, donc le co-directeur scientifique de P16 avec Fabien, et qui va permettre d'automatiser une bonne partie des tâches de nettoyage de données, ou comme on l'appelle en anglais, le data wrangling. Et puis, pour finir, on a les modèles d'apprentissage. Donc ça, je ne vais pas vous refaire le discours sur scikit-learn, qui est non seulement une success story en termes de production logicielle, mais c'est aussi le bon exemple, ou l'exemple pilote de ce que peut être la collaboration vertueuse entre INRIA et Probable. Parce que, vous le savez tous, scikit-learn est déjà à un certain niveau de maturité technique, certain niveau de maturité en termes d'adoption aussi auprès des utilisateurs. Donc, on a vraiment là le premier exemple de transfert, de collaboration entre INRIA et Probable, parce que les développeurs de scikit-learn, qui étaient initialement au sein du consortium scikit-learn, sont maintenant des développeurs, des ingénieurs open source chez Probable. Donc voilà, je vais laisser Yann aussi en parler plus longuement. Et ça constitue la troisième brique de notre action, en tout cas le socle initial. L'idée étant de pouvoir justement profiter de cette success story qu'est scikit-learn et d'essayer de la répliquer à d'autres bibliothèques logicielles potentielles. Donc on a déjà commencé à explorer des thématiques aussi diversifiées que l'alignement, en lien avec la première action, celle de l'interopérabilité, les séries temporelles, l'explicabilité, l'apprentissage fédéré, plutôt en lien avec la troisième action des modèles d'apprentissage et la prédiction. Donc, c'est des thématiques qui ne sont en aucun cas exhaustives, je le dis pour les partenaires académiques qui sont présents dans la salle. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher
des personnes qui souhaitent collaborer avec nous et au sein de ce montage inédit avec Probable, qui ont des bibliothèques logicielles qui ont été développées et qui souhaitent les maintenir dans le temps. Et puis l'idée aussi, c'est d'essayer de développer tout le côté application, métier et cas d'usage réel pour que ce soit utile pour les industriels. Alors, je vais vous présenter maintenant l'équipe. Donc, François a eu l'occasion de le rappeler, Jean-Michel Lefebvre, qui est, je ne sais pas où il est, voilà, Fabien et Gaël, qui étaient vraiment à l'origine des premières fondations du projet P16, avec le soutien des équipes de la DGDI. Je voulais le mettre en avant parce que les équipes des partenariats stratégiques au sein de la DGDI d'INRIA ont été vraiment très actifs, très impliqués à la fois dans le montage initial du projet et puis à partir du moment où Probable a été créé pour la gestion du partenariat stratégique. Donc petit rang d'applaudissements pour la DGDI qui nous a bien aidé à structurer le projet. Alors ensuite, on a Laurent et Patrick qui ont rejoint nos rangs début septembre. Donc Patrick plutôt sur l'aspect veille scientifique et technique et Laurent pour développer et animer l'écosystème. Mohamed qui arrivera en octobre, qui sera notre architecte logiciel. Et puis bien sûr, les ingénieurs sans lesquels on n'aurait rien de vraiment concret, que sont Anna et Pierre dans les équipes de Fabien à Sofia, qui travaille sur la pré-industrialisation de Corrèze. Et d'ailleurs, en ce moment même, il y a un sprint de Corrèze, donc Pierre et Anna ont dû s'absenter pour le lancement de P16, et je les en remercie, mais sachez qu'il y a un sprint qui est en cours à l'INRIA de Sofia pour travailler sur Corrèze. Et puis Jérôme et Ricardo à partir d'octobre qui vont travailler dans les équipes de Gaël pour développer Scrub, donc la deuxième brique de P16. Et on l'espère, d'autres ingénieurs qui seront recrutés soit chez INRIA, soit chez des partenaires académiques pour travailler sur la pré-industrialisation d'autres bibliothèques logicielles. Alors notre feuille de route, je ne sais pas si c'est très lisible, mais en tout cas, on voulait mettre sur papier les étapes les plus importantes qui vont vraiment jalonner notre parcours sur les 5 ans. On espère aussi que le projet va durer plus que 5 ans. L'idée étant qu'en 2024, c'est vraiment la structuration de l'équipe, la structuration du projet, la mise en place de l'architecture logicielle. On a aussi un site web qui a été développé, mais qui devrait sortir, on va dire, d'ici fin septembre, avec l'appel à manifestation d'intérêt pour que vous puissiez nous envoyer vos candidatures s'il y a des bibliothèques qui pourraient intégrer P16. Et puis le cadrage des grandes orientations technologiques, notamment par la consultation des industriels. Et le rôle de Laurent, qui vient de nous rejoindre, sera très important là-dedans. Sur 2025, on souhaite vraiment développer l'aspect communauté d'utilisateurs, essayer de recueillir les retours d'expérience pour itérer, pour améliorer. On renforcera également les collaborations avec les industriels pour développer des cas d'usage concrets. Et puis, on souhaite aussi développer la formation. Alors, je n'ai pas vu David est là. David, qui est le directeur d'INRIA Academy, et avec lequel on va collaborer pour développer la formation autour des bibliothèques qui sont intégrées dans P16. En 2026, on essaiera de consolider le tableau de bord qui va nous permettre de voir les indicateurs en termes de nombre d'utilisateurs, etc. On aura déjà 2 ans dans les pads, donc on aura des choses à montrer. Et puis, on veut aussi consolider d'ici 2026 notre présence à l'échelle européenne. Donc, c'est quelque chose qui, je l'espère, va se faire dans les mois, les années à venir. En 2027, on aura l'intensification, on continuera l'intensification des activités de dissémination et de communication, et on va essayer de préparer l'après. Donc un plan de pérennisation de P16 et de transformation. Alors certes, vous allez me dire, Probable, c'est déjà la pérennisation de P16, en quelque sorte. C'est vrai. Alors l'idée, c'est quand même d'essayer de voir s'il y a quelque chose à pérenniser en termes de montage. Donc, le fait que les actions de recherche amont, les actions de pré-industrialisation soient faites plutôt côté INRIA, est-ce que ça fait sens qu'on puisse pérenniser au-delà des 5 ans de financement par
France 2030. Et ça m'amène au dernier point, qui est de dire que ce montage, c'est vraiment un montage inédit. Il va falloir qu'on se pose pour essayer de faire un rapport sur les défis rencontrés, les leçons apprises tout au long de ces 5 ans d'activité qui seront fructueux, je l'espère, pour pouvoir le partager avec les personnes qui souhaiteront répliquer ce type de montage. Parce que c'est une initiative, je pense que Yann a déjà pu en discuter avec plusieurs acteurs, c'est une initiative qui intéresse, qui interpelle, qui intéresse, et qui potentiellement pourrait être répliquée. Alors, je voulais revenir aussi sur l'engagement open source, parce que c'est vraiment un engagement qui est au cœur de notre projet. Donc, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que l'open source stimule l'innovation collective. Donc, ça permet de développer des choses qui dépassent ce qu'une seule organisation pourrait développer seule. Ça va de soi. Et puis, il y a aussi l'aspect que des plateformes open source pourraient participer à stimuler l'écosystème finalement de l'innovation en tant que tel, même avec de la création de startups. Donc on a certes Probable, mais il pourrait y avoir d'autres créations de startups qui pourraient développer peut-être des applications métiers autour des bibliothèques P16 et collaborer avec eux. Il y a ensuite le point sur la transparence. Donc la transparence est également un élément fondamental en lien avec l'open source. Alors il y a certes tous les aspects normes éthiques et réglementaires auxquels on veut se plier et qu'on veut respecter dans le cadre de P16. Et on sait que l'Europe est pionnière dans le sujet. Mais il y a aussi toutes les collaborations qu'on pourrait imaginer derrière, même au niveau européen. Je pense à des initiatives, par exemple, comme Gaia-X. L'aspect personnalisation, très important aussi, à 2 niveaux. Donc on a d'abord la personnalisation en termes de gouvernance, parce qu'avec l'open source, bon, il y a plusieurs types de licences, plus ou moins contaminantes, plus ou moins permissives. Donc ça permet déjà une personnalisation à ce niveau-là. Et puis il y a aussi la personnalisation des fonctionnalités. Donc c'est l'idée de dire que les utilisateurs ont accès au code source, donc ils ont tout le loisir de l'adapter, de l'étendre, de peut-être même modifier certaines fonctionnalités pour que ce soit au plus près de leur utilisation réelle de ces briques. Et puis pour finir, un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la formation. Donc ça va au-delà de simplement se dire on va diffuser, on va former sur l'utilisation, c'est aussi former au développement. C'est l'idée de dire que l'open source, c'est un modèle dans lequel l'utilisation et la montée en compétences, enfin la pratique et la montée en compétences sont vraiment très liées. Donc notre volonté, c'est aussi d'essayer de former au développement de ces outils open source, au-delà de leur utilisation. Ce qui m'amène enfin à la dimension autonomie technologique. Donc effectivement, le côté développement open source est également très important pour qu'on garde le contrôle finalement de ces bibliothèques logicielles qu'on développe, pour qu'on évite toute situation de dépendance vis-à-vis des acteurs mondiaux, les acteurs dominants. Donc c'est vraiment un pari assumé dans le cadre de P16. Je vais parler ensuite de l'ancrage dans l'écosystème. Donc, d'un côté, on a effectivement les liens qu'on doit construire avec les partenaires académiques. Donc, c'est les partenaires qui vont nous aider dans toute la phase identification des briques logicielles qu'on peut intégrer dans P16, les pré-évaluer, les pré-industrialiser. Et puis, ça va au-delà de simplement ajouter des briques logicielles. En réalité, c'est aussi essayer de créer des ponts. Parce que vous le savez peut-être, mais il y a des domaines qui peuvent être très silotés, je vais dire ça comme ça, dans le monde de l'IA en général. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de favoriser les ponts qu'on peut créer entre les différents domaines pour développer des choses ensemble qui peut ensuite donner lieu à des publications scientifiques, etc. Et côté industriel, donc vous le savez, les équipes de la DGDI développent des partenariats stratégiques avec nos partenaires industriels. Donc l'idée, c'est en amont de pouvoir les consulter pour savoir si tel ou tel domaine scientifique les intéresse, telle ou telle bibliothèque pourrait être utilisée dans le cadre de leur travail.
Donc ça, c'est plutôt la phase amont. Et puis en aval, c'est de se dire, une fois qu'on a développé cet ensemble de bibliothèques, maintenant, il s'agit de développer des cas d'usage réels. Donc ça se fera également en collaboration avec P16. Et c'est aussi l'idée de se dire que INRIA va jouer ce rôle de tiers de confiance finalement avec Probable et des partenaires pour essayer de créer, pourquoi pas, des partenariats tripartites. Alors pour finir, notre ambition européenne, donc, on a d'une part, enfin, l'ambition elle est vraiment double. On a d'une part le fait de mobiliser les chercheurs, les ingénieurs, les développeurs au niveau européen pour qu'ils puissent contribuer au développement de nos bibliothèques. Et puis, d'autre part, on a aussi le fait de se dire que, bon, il y a marqué financement, mais moi je vais le reformuler ainsi, c'est de dire qu'on va rechercher un soutien, que ce soit un soutien financier ou autre, auprès des programmes européens, je pense à Horizon Europe, Digital Europe. Donc ça peut être un soutien financier, ça peut être participer à des conférences pour mettre en lumière les développements de P16, mais l'idée c'est vraiment de s'inscrire très rapidement dans une logique à l'échelle européenne. Et puis cette fois-ci plutôt de P16 et Probable vers l'Europe, l'idée est de se dire qu'on a à la fois un impact scientifique et technologique à essayer de mettre en place. Donc en termes de diffusion des briques logicielles, de la formation autour de ces briques, on essaiera d'organiser des webinaires, des hackathons avec potentiellement des participants européens. Et puis le dernier point, alors c'est pas vraiment un point PCS, plutôt un point Probable, sur tout l'aspect impact social et économique. Et ça me fait du coup la transition parfaite pour passer la main à Yann, qui va nous parler de Probable. Le temps que tu t'installes, je voulais rappeler quelques petits éléments que j'ai oubliés au cours de la présentation. Donc, le projet P16, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un projet du programme IA. Donc, le programme IA qui est inscrit dans l'agence de programme dirigée par Sophie Proust, qui fera la conclusion aujourd'hui, et je l'en remercie. Et puis, le programme IA qui est dirigé par Fabien Levoyer et on aura le bonheur et le plaisir de retrouver en tant que modérateur cet après-midi de la première table ronde autour de l'open source et de la souveraineté. C'est bien ça. Et puis, je ne vais pas oublier de remercier aussi Julia, donc, qui est la responsable de communication du programme IA, qui a été d'une aide absolument précieuse sur l'organisation de l'événement et qui est surtout notre maîtresse de cérémonie. Donc, des applaudissements aussi pour Julia. Voilà, et sans plus tarder, je vais passer la main à Yann, qui va vous parler de Probable plus en détail. Voilà. Bonjour à tous. Alors, je vais demander à la régie de basculer sur le flux du portable. Est-ce que c'est bon? Parfait. Eh bien, ravi d'être ici, ravi de pouvoir participer au lancement officiel de cette structure P16 qui est innovante pour plein de raisons. Je vais vous inviter à faire un pas de côté parce qu'on va rentrer dans l'économie du monde du privé, dans l'économie concurrentielle mondiale, celle de l'environnement des startups, des technologies qui, elles, sont massivement adoptées et qui participent à la société numérique et au monde de demain. Donc, pour moi, le débat central, c'est ce qui m'anime, c'est cette image ici, qui est un article publié il y a quelques années dans l'Économiste. Cette image ici fait ressortir quelque chose de flagrant. C'est que les analyses exogènes, en dehors de la France, en dehors de l'Europe, font apparaître une espèce de combat entre deux structures qui, évidemment, excluent la France et l'Europe. Donc la question qui se pose ici, c'est de savoir notre position, avoir un bon bilan de où nous en sommes et où nous pouvons aller. Et donc, certains analystes, ici un exécutif de chez Google, en 2018 disait que l'Europe ne serait pas au rendez-vous sur le sujet de l'intelligence artificielle. Donc on peut évidemment se débattre, on peut évidemment dire que l'Europe est tout à fait
présente. Et c'est vrai, nous avons les compétences, nous avons un système de financement qui permet à la fois d'alimenter l'économie de la recherche et aussi l'économie des startups, puisque nous avons du capital risque, du seed, série A, série B, série C. Ça fait 20 ans que cet écosystème se développe. Et donc, nous avons pourtant des moyens et nous avons aussi des entreprises, par exemple Mistral, et cette entreprise française dont tout le monde parle, et on sait qu'elle est extrêmement performante par rapport à OpenAI. Mais la réalité est celle-ci. Et donc, je vous invite à faire un petit calcul rapide de la valorisation boursière de ces 7 magnifiques. On est à 15 000 milliards, 15 trillions de dollars. Et ces entreprises, en fait, ramassent la mise et réinvestissent massivement. Donc, notre difficulté est bien d'exister face à cette masse de capitaux, parce que c'est comme ça que l'on réussit à créer des emplois, puisque ces entreprises créent des emplois en direct, mais aussi elles payent des impôts essentiellement aux États-Unis, donc financent cette boucle qui est beaucoup moins puissante chez nous. Donc, on peut penser aux licornes, qui sont évidemment ces startups qui sont financées par les capitaux privés et qui valent 1 milliard théorique, mais les startups, en réalité, existent à l'état quantique, si vous me permettez l'analogie. Elles existent et elles n'existent pas au même moment. C'est une valeur papier. Et les écosystèmes de financement de startups existent depuis 7 décennies aux États-Unis. En France, globalement 2 décennies. C'est-à-dire que nous sommes tout simplement plus jeunes, moins mûrs que les États-Unis, qui ont réussi à financer ces écosystèmes pendant de nombreuses décennies. La notion de Silicon Valley existe depuis 1971 comme structure. Ça fait déjà 50 ans, donc 5 décennies, puisqu'une décennie, ou en tout cas une génération d'un fonds, c'est 10 ans. Et donc, ils ont de l'avance, et ils ont créé ces acteurs, qui sont les magnifiques 7, qui captent la valeur, qui rachètent des startups, et donc la boucle est bouclée. Or, en Europe, nous n'avons pas encore ces grandes structures, donc ça peut prendre du temps. Peut-être qu'il faudra encore 10, 20, 30 ans pour que nous ayons des acteurs consolidés qui vont boucler la boucle. En attendant, nous avons une souveraineté numérique, on parlait d'autonomie stratégique, notre souveraineté numérique est au ras des pâquerettes. Si on prend la totalité du millefeuille technologique entre les puces, les data centers, les opérateurs cloud, et je connais bien ce métier puisque j'étais directeur général de Scaleway pendant 3 ans, donc cette dépendance est très 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 difficile car elle est très intensive en capitaux. Donc ces acteurs qui consolident en IaaS, en PaaS, et l'IA vient s'insérer dans l'offre en PaaS et en SaaS, font qu'ils continuent de capter l'essentiel de la valeur. La souveraineté numérique se mesure, elle est proche de 1%. Ce qui est très intéressant, c'est de se positionner par rapport à notre PIB national, par rapport au monde. Nous sommes à 2-3%, et le PIB européen qui est à 18%. Ce sont les 2 curseurs que l'on doit viser. Donc si notre souveraineté numérique est de l'ordre de 1%, l'ambition doit être de passer à 2%. C'est-à-dire atteindre la flottaison. On peut le faire de 2 manières, et la BPI participe notamment à insuffler du capital pour que cette économie des licornes se développe et crée des champions de demain. En attendant, et Johan l'a bien rappelé, nous avons une autre approche. Cette approche est orthogonale, celle de l'open source. Ici, vous avez le symbole de l'Open Source Initiative. Cette version d'une distribution logicielle permet de distribuer au plus grand nombre les avantages de la technologie. Et c'est bien de ça dont il s'agit aujourd'hui, c'est que par le biais de l'open source, nous allons pouvoir distribuer de la valeur ajoutée au tissu industriel local, puisque nous sommes largement dépendants de technologies extraterritoriales. Donc en fait, c'est l'inverse de la souveraineté. Développer l'open source contribue à minimiser notre manque de souveraineté. Soyez rassurés, les États-Unis n'ont pas une souveraineté totale non plus. Ils dépendent de matériaux rares qui existent ailleurs. Mais la souveraineté française européenne est en dessous d'un seuil de flottaison, et donc on doit travailler à baisser la pression sur notre manque de souveraineté et évidemment augmenter la souveraineté numérique par le biais de startups. Donc, il existe en France quelques ovnis rares, et Scikit-learn en est un. Je regarde Gaël avec insistance. Il existe des initiatives qui montrent le génie français dans sa plus grande
expression. Cette technologie open source qui a été développée et incubée par des équipes à l'INRIA est un ovni. Pourquoi? Parce que ce genre d'actif n'existe pas dans la nature. Aux États-Unis, ce genre de technologie, très très vite, est récupéré par les capitaux risqueurs pour en faire des entreprises qui réussissent ou échouent, mais globalement sont soutenues par une machine financière. On pense que la Silicon Valley est une machine à innovation. Non, pas du tout. C'est une machine financière qui organise le marché pour faire des retours sur investissement. Et évidemment, ils ont des cycles qui font que tout est réinvesti et crée la valeur de plus en plus et de plus en plus vite de manière compétitive par rapport à la Chine et à l'Europe. Donc ces ovnis existent et ils ont été identifiés, et c'est ça la bonne idée de ce programme P16, c'est qu'en réalité, on est sur une convergence extraordinaire, merveilleuse, peut-être même miraculeuse. On devrait réussir à le faire plus souvent. Donc on va essayer de capitaliser sur ce modèle. C'est cette convergence, ce dialogue entre l'institut de recherche, des équipes en particulier, très important parce que le facteur humain est central dans cet édifice, et évidemment les projets, le plan France 2030 qui nous projette à horizon 2030, tout simplement, parce que nous avons une ambition, nous avons des curseurs que l'on doit atteindre. Eh bien, cette réunion, ce dialogue a abouti à une idée, à une feuille de route, à un financement initialement prévu de manière un peu traditionnelle sous forme de subventions, de gré à gré, entre SGPI, le secrétaire général pour l'investissement, et l'ANR, qui est l'opérateur habituel pour INRIA. Sauf que, il y a eu cette petite demande qui était d'atteindre une espèce d'équilibre. Or, les instituts de recherche sont des centres de coûts. Et le budget n'était prévu que pour 5 ans. Comment pouvons-nous garantir l'équilibre alors qu'en réalité, scikit-learn fait partie du patrimoine français? Donc on doit trouver un moyen de le préserver sur le très long terme, sachant que scikit-learn est aujourd'hui une technologie qui a une dizaine d'années. C'est une technologie qui est en concurrence avec un marché qui est d'une violence inouïe. Je vous rappelle, il y a en face des entreprises qui valent 15 000 milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup de zéros et beaucoup de puissance. Donc, c'était ça l'équation à résoudre. Et donc, l'idée qui a germé, je pense, avant que j'arrive à l'INRIA, c'était de dire, voilà, probablement qu'il faut imaginer une spin-off en bonne et due forme, c'est-à-dire une extraction d'un certain nombre d'actifs par le biais d'un financement, par le biais d'une extraction d'une partie de l'équipe. Et donc, c'est ce dont je veux vous parler aujourd'hui. Mais avant cela, petit retour sur scikit-learn. Donc, je ne suis pas la référence pour parler de scikit-learn parce que Gaël et toute l'équipe ici est bien plus à même d'en parler. Donc, je vous invite alors à les retrouver tout à l'heure si vous avez des questions plus précises. Mais je vais vous dresser un portrait assez général. Donc, scikit-learn, c'est une technologie qui a été développée pendant plus d'une dizaine d'années. INRIA a été l'incubateur quelque part, puisque INRIA a financé ces personnes qui ont développé cet outil, mais qui n'est pas de la recherche à proprement parler. C'est un outil que les chercheurs ont développé pour permettre leurs travaux de recherche, pour accélérer leurs travaux de recherche. Donc cette technologie a été développée graduellement, avec le soutien d'INRIA, avec une idée qui est contre-intuitive. Et c'est le collectif autour de cette technologie qui a décidé une licence open source extrêmement permissive. BSD3. On a parlé de l'open source tout à l'heure. N'est pas open source qui veut. On ne déclare pas un projet open source comme un business model. On ne déclare pas un projet open source comme étant quelque chose qui va réussir. Ça ne s'impose pas. C'est quelque chose qui est assez particulier, que nous maîtrisons plutôt mal d'ailleurs, en France, en tout cas au niveau économique. Ce sont des communautés qui se gèrent, qui s'autogèrent d'ailleurs, et qui permettent de créer cette masse d'usage que l'on retrouve habituellement dans des modèles propriétaires. Donc la particularité ici, et Johan, j'aime beaucoup que tu aies mentionné la question des downloads. Donc scikit-learn aujourd'hui a été téléchargé 1,5 milliard de fois sur 10 ans. C'est tout simplement colossal. Il n'existe que 3 millions de data scientists dans le monde. Donc vous me direz, il y a un bug, il y a un problème dans le calcul des downloads. Alors c'est sur 10 ans, c'est par rapport à toutes ces versions qui se succèdent, mais c'est aussi parce qu'il y a des automates qui téléchargent scikit-learn chaque jour, parce que la production dépend de scikit-learn.
Donc, Johan parlait des téléchargements. Le nombre de téléchargements est tout simplement hallucinant. C'est le cumul de PyTorch et TensorFlow. PyTorch a été largement développé par Meta, TensorFlow par Google. Ce sont les deux frameworks, les deux bibliothèques de machine learning les plus populaires pour le deep learning. En revanche, scikit-learn est utilisé pour beaucoup plus de cas d'usage, pour d'autres algorithmes de machine learning. Mais ce qui m'intéresse et ce qui m'a interpellé, ça a été la quantité de dépendances sur GitHub. Et je viens insister sur ça. Les dépendances sont ces technologies open source ou propriétaires qui dépendent de scikit-learn. Vous avez ici une cartographie d'un capital risqueur aux États-Unis, qui est français d'ailleurs, Matt Turk, qui classifie un petit peu toutes les technologies de machine learning, de data science et d'intelligence artificielle. Donc cette cartographie est évidemment extrêmement dense. On parle d'un océan rouge. Le marché est extrêmement contesté. On est sur un marché qui vaudra bientôt 1000 milliards. Cette fois-ci, je ne parle pas de valorisation, je parle de chiffre d'affaires annuel cumulé. Donc le marché de la data science est tout simplement massif, mais évidemment, il est contesté, puisqu'il est juteux. Ce qui est très intéressant, c'est que caché dans cette cartographie, sans que nous ayons à demander quoi que ce soit, on n'a payé personne pour être affiché là, scikit-learn alimente toutes ces technologies. Scikit-learn est au centre de la quasi-totalité de cet écosystème. Ce qui est incroyable. Donc la France, qui évidemment travaille sa souveraineté numérique, la France a enlevé la souveraineté numérique à tous ces autres pays qui dépendent de ces technologies. Vous voyez la composante. Donc l'open source permet de distribuer, mais crée aussi un facteur de codépendance qui est l'inverse, quelque part, de ce que l'on verbalise souvent, c'est-à-dire notre manque de souveraineté. Donc, scikit-learn, évidemment, est essentiel dans cet édifice. Et donc, la question se pose, comment pouvons-nous valoriser cet actif, le pérenniser, parce que c'est un petit peu un actif patrimonial. Précisément, d'ailleurs, la marque scikit-learn appartient à INRIA, et je parlerai de Probable juste après. Donc, voilà pour scikit-learn, une technologie fondamentale, et on peut applaudir les équipes qui sont ici, Gaël Varocco et toute l'équipe derrière, parce qu'ils ont tendance à être très discrets, mais ils ont créé quelque chose qui est tout simplement remarquable à l'échelle mondiale. Et si vous allez sur le site LinkedIn de Probable, parfois je partage des citations de quelques personnes. L'attachement à scikit-learn est guttural, il est profond. Scikit-learn a redéfini des fondamentaux sur la manière dont on fait du machine learning. Donc c'est un changement de paradigme qui existe depuis une dizaine d'années, mais qui est ancré aujourd'hui. Et il existe des lois qui disent que scikit-learn existe maintenant depuis tellement longtemps qu'il va exister encore pendant très 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 longtemps. Donc on est sur un patrimoine national par le biais de la marque et de l'implication d'INRIA, mais aussi un patrimoine pour l'humanité. Scikit-learn permet le machine learning. Point. Voilà. Il existe d'autres technologies, donc évidemment, Selma a évoqué quelques briques qu'on retrouve ici, entre Corez, Scrub, mais il y en a d'autres qui sont listées sur notre site web. Ce sont les technologies que l'on va continuer à développer, qui sont développées aussi au sein d'INRIA, donc il y a un continuum de contribution. Ce terrain de jeu, quelque part, va nous permettre d'exister sur un champ beaucoup plus large, en assemblant ces technologies. Donc on va pouvoir s'adresser à beaucoup de clients qui traitent la donnée dans la totalité sur ce continuum ou sur certains segments. Mais c'est aussi une possibilité pour nous de créer des produits à valeur ajoutée nouveaux. Donc ça, c'est notre terrain de jeu. Mais je veux remercier spécifiquement Gaël et François, ici, parce que ce sont eux qui sont venus me chercher il y a 1 an. Moi, je n'ai aucun mérite pour scikit-learn. Absolument aucun. Je suis entrepreneur de la tech, je viens avec mon expérience, mes frustrations, vous l'aurez compris. Je suis frustré de ne pas avoir réussi à créer de GAFAM, ça se saurait. Mais je suis frustré parce que la France et l'Europe n'ont pas réussi non plus. Donc ils sont venus me voir et ce projet, presque instantanément, a coché toutes les cases pour moi. C'est un projet d'importance majeure, c'est un projet qui est ambitieux, c'est un projet qui est technique et qui met en valeur notre excellence nationale. Donc merci à vous deux, vous m'avez convaincu, évidemment Bruno aussi m'a convaincu, puisque la chose que j'ai faite
juste après vous avoir rencontré, c'est d'aller voir Bruno pour m'assurer de son soutien. Évidemment, François et tout le reste de l'équipe. Ça a été un moment, j'ai passé quelques mois à étudier l'actif, à étudier la communauté, étudier le soutien institutionnel, et ce projet coche toutes les cases. Tous les feux sont verts. Il n'y a aucune barrière, quelque part, en France. On peut parler de la France qui est râleuse et qui s'autoflagelle souvent. Eh bien, ici, nous avons globalement une volonté collective très forte pour que ce projet réussisse, et c'est merveilleux. Donc, je remercie tous ceux qui ont participé à cette phase-là. Donc, Probable, allons-y. Pendant ces quelques mois d'exploration, nous avons essayé de réfléchir à ce que c'était que cet actif. Revenons au monde des licornes. Dans le capital risque, les capitaux-risqueurs aiment bien le modèle SaaS, Software as a Service. C'est un modèle qui est normé. On attend des métriques très classiques, on attend à ce que l'entreprise perde de l'argent pendant un certain temps, puis ensuite elle doit engendrer des revenus de manière captive. On capte le client et on ne le lâche jamais. Eh bien, il se trouve que dans l'open source, il y a autant de business models que de projets open source. La richesse des modèles d'exploitation est tout simplement inouïe. Mais c'est compliqué. Donc il fallait proposer un modèle différent, sachant que l'actif est particulier, sachant que la communauté open source est massive. Nous sommes sur quelque chose qu'il faut protéger. Donc cela m'oblige. J'ai beaucoup de responsabilités pour protéger cet actif dans le monde commercial. Donc la question se posait, et donc nous avons convenu d'un modèle qui est une entreprise à mission, au sens de la loi Pacte. Donc c'est quelque chose d'assez simple, finalement. C'est cette notion d'inscrire une raison d'être dans les statuts de l'entreprise. Donc c'est une entreprise de droit privé. Probable est une entreprise qui est une SAS, SAS, Société par Action Simplifiée. Donc parfaitement standard. Mais les statuts intègrent la mission qui était la mission confiée à INRIA. Nous avons donc hérité de cette mission pour créer des communs numériques pour la science des données. Ça se retrouve dans les statuts. Si vous allez télécharger les statuts, vous allez pouvoir voir cette raison d'être. Donc l'entreprise est orientée vers cette mission, mais l'entreprise, évidemment, pour aboutir et réussir sa mission, doit engendrer des profits. Donc l'entreprise a une double mission, et quelque part, on va retrouver ça de plus en plus aujourd'hui dans ce débat que nous avons tous, alors avec l'environnement évidemment, mais Probable ne s'intéresse pas particulièrement à l'environnement, puisque nous sommes déjà sur une technologie frugale, donc tout va bien, mais on s'intéresse sur les aspects extra-financiers que sont les dividendes sociétaux par l'open source. Donc, Johan a évoqué ces études. Elles sont assez subtiles parce que c'est très indirect. Lorsqu'on produit de l'open source, c'est indirectement que la société en bénéficie. Mais chez Probable, ça fait partie de notre raison d'être. Et donc, c'est un outil de gouvernance, d'alignement massif des intérêts, que ce soit les actionnaire, que ce soit les opérateurs, comme moi-même, que ce soit le board, que ce soit les employés, que ce soit les partenaires et les clients. Les clients peuvent à tout moment revenir dans les statuts et dire « Vous êtes une entreprise qui s'oriente vers cette raison d'être, eh bien, j'approuve, je rejoins, je participe. » C'est très intéressant, c'est un instrument qui est parfois dévoyé pour apporter du vernis à certaines entreprises qui savent qu'elles ne sont pas net positifs au niveau de l'empreinte carbone, mais en ce qui nous concerne, on a pris l'instrument à la lettre, la raison d'être est inscrite dans les statuts. Et puis ensuite, il y a cette gouvernance qui s'organise. La deuxième innovation ici pour le modèle MSIN, entreprise à mission de souveraineté industrielle et numérique, c'était de trouver un équilibre au niveau des actionnaires. Parce que pour maintenir la mission, on doit avoir un actionnariat qui est cohérent. Et donc l'innovation ici, c'est un modèle, un montage financier qui crée 3 équilibres, 3 tiers, donc on tend vers 3 tiers, un tiers d'actionnariat public, un tiers d'actionnariat privé et un tiers d'actionnariat de cofondateurs collaborateurs. Et la gouvernance, en tout cas, est un reflet de tout cela au niveau du board et du comité stratégique. Voilà, donc innovation, et quelque part, deuxième miracle, tout le monde accepte ce modèle. C'est ce que nous avons implémenté. Enfin, de manière très appliquée, l'entreprise est créée avec cette mission et quelque part, on le décline de manière bicéphale pour des dividendes sociétaux et des dividendes financiers. Une application
par rapport à un marché qui est celui des data scientists. On s'appuie sur notre technologie pilier, pivot, scikit-learn. Donc les data scientists sont notre cible numéro 1, mais aussi nous avons cette raison d'être qui est quelque part notre conscience, notre éthique au sens de l'entreprise. Voilà, donc ces deux piliers vont nous guider au quotidien dans nos choix pour aboutir. L'ambition est sans limite. L'objectif est bien de devenir une entreprise référente qui fournit les communs numériques pour la science des données. Point. Il n'existe pas de telle entreprise dans le monde aujourd'hui. Il y a de la place pour nous. Et par le biais de scikit-learn, nous avons donc l'avantage de distribution pour atteindre une entreprise référente. Nous avons un terrain de jeu qui va du knowledge graph jusqu'au MLOps. Et nous avons un ancrage français de par la gouvernance, de par la raison d'être et de par la structure capitalistique. L'inspiration, mais je vais élaborer sur ce business model, c'est Red Hat qui a toujours contribué à Linux. Donc Linux reste gratuit et s'est amélioré grâce aux contributions de Red Hat. Mais Red Hat est un produit pour l'entreprise qui apporte une valeur ajoutée supplémentaire. Donc ça, c'est le modèle qui nous inspire. Évidemment, on va le décliner parce que, comme je disais, chaque projet est différent. Donc voilà, rapidement, présenté par Selma, nous avons P16 à INRIA qui est en amont, qui est pour la partie pré-industrialisation, avec des cycles plus longs, mais aussi une subvention qui ne dure que 5 ans. Donc il va falloir se poser la question d'après. Alors que probablement une entreprise qui a pour vocation d'exister 99 ans. Hein. C'est dans les statuts et le CABIS indique bien cette durée de vie. Donc on est là pour le long terme. Et puis, nous sommes responsables d'un objet patrimonial, donc il faut être bien au-delà des 5 ans. Et la difficulté, évidemment, c'est d'exister aussi dans un monde ultra concurrentiel, non régulé. C'est-à-dire que Probable sera attaqué au quotidien par probablement ces entreprises, mais ce seront aussi nos partenaires et nos clients, nous l'espérons. Donc nous allons devoir déployer un arsenal juridique, marketing, commercial, majeur pour pouvoir adresser ces marchés. Parce que si on reprend le PIB de la France, 2-3%, si on reprend les téléchargements de scikit-learn, donc 1,5 milliard cumulé, 68 millions de téléchargements par mois, 22% US, 24% Chine, 14% Inde, 5% UK, 4% Allemagne, 3% France. Donc notre marché est en dehors de la France, en réalité. Mais l'ancrage étant français, notre valeur ajoutée locale est évidemment essentielle. Donc c'est cette notion-là qu'on va déployer à travers Probable sur des cycles courts. Nous sommes un centre de profit qu'on va réinvestir évidemment pour la croissance. Et enfin, pour aboutir à des dividendes qui sont, je pense, l'objectif de France 2030. Tout ça, évidemment, alimenté pour un chiffre d'affaires à l'export qui va nous permettre d'aller au-delà d'un projet strictement national, pour ensuite redistribuer ces dividendes. Et c'est comme ça que ça doit fonctionner. Les instituts de recherche ne sont pas là uniquement pour créer de la valeur abstraite, mais aussi pour créer de l'impact au niveau du tissu national. Donc ici, nous avons un cas particulier avec scikit-learn. Évidemment, la recherche fondamentale et la propriété intellectuelle sur des sujets plus traditionnels met beaucoup plus de temps. Mais ici, on est sur un actif qu'il devenait urgent, quelque part, de mettre en avant d'un point de vue commercial. L'équipe des cofondateurs, alors là aussi, une particularité, nous sommes 14 cofondateurs. C'est rarissime dans le monde des startups. En général, c'est 2-3. Nous sommes très nombreux. Donc évidemment, il y a une grande majorité de ces personnes qui sont issues de l'équipe chez Gaël, chez Soda et dans le consortium scikit-learn. Vous voyez ici en orange 2 personnes qui ne sont pas à temps plein chez nous, malheureusement, mais qui sont heureusement régulièrement en soutien. Donc Gaël et Fabien, qui sont directeurs de recherche à INRIA. Évidemment, ils participent au projet en tant que cofondateurs, mais ils sont employés d'INRIA et mis à disposition partiellement chez nous. Les autres sont temps plein. Donc nous avons 12 cofondateurs temps plein, tous des ingénieurs, malheureusement très peu de femmes. On se soigne parce que nous avons déjà recruté toutes ces personnes, donc certaines d'entre elles sont ici. Et donc cette équipe va pouvoir exécuter le business plan que nous avons mis en avant. Donc vous retrouverez des polos et des sweatshirts en bleu avec Probable. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer, tous et chacun, tous et chacune. Donc cette équipe va développer un business model que l'on a imaginé en s'inspirant des meilleurs.
Donc c'est un petit peu touffu, mais en réalité, c'est très simple. La ligne F, c'est la ligne qui existe déjà aujourd'hui. C'est scikit-learn, bientôt Scrub, c'est Corez, sont des technologies open source qui sont accessibles dès aujourd'hui et qui sont utilisées par des millions d'utilisateurs, mais on ne touche pas à la licence. Scikit-learn restera BSD3, open source et gratuit. C'est une décision forte qui correspond à l'ADN de l'entreprise, qui correspond à la mission et qui correspond aussi à cette communauté scientifique qui dépend de scikit-learn dans l'État. Si nous venions à changer la licence brutalement, comme ça a été le cas de MongoDB, nous pourrions détruire la qualité de l'actif, c'est-à-dire la communauté. La communauté est un actif. Donc, nous ne touchons pas à ce pilier F, nous le perpétuons. En revanche, nous créons un nouveau produit à valeur ajoutée, A, que j'appelle SaaS réversible, c'est-à-dire que nous développons une offre facile à l'usage, à déployer, à adopter, mais qui sera réversible en on-premises, parce que comme vous le savez, aujourd'hui, il y a des sujets entre les nations, entre les États-Unis, entre l'Europe, et donc le SaaS n'est pas la solution universelle. Nous allons revenir en arrière, je crois fortement, au retour du on-prem ou du cloud hybride, en réalité. Et les autres activités sont en soutien de ces deux piliers. Donc on est plutôt sur une offre servicielle. Notre approche est très particulière, ancrée dans notre ADN, ancrée dans ce que scikit-learn nous a appris et ce que la communauté attend de nous. En frugalité, contrôle. Et d'ailleurs, notre tagline aujourd'hui, c'est « Own your data science ». Donc on est sur cette notion anglophone de « ownership », ce qui signifie aussi maîtrise, si on traduit correctement la notion de « to own it ». Donc cette particularité nous permet d'adresser un marché très large, avec une sensibilité, un ancrage national. J'ai une annonce à vous faire aujourd'hui. Nous bouclons une levée de fonds auprès de 70 investisseurs individuels. Là aussi, c'est rarissime et les montants sont bien au-delà de nos espérances parce que nous avions évidemment commencé à discuter avec des investisseurs institutionnels privés, bien évidemment avec le soutien du SGPI, France 2030 et la BPI, qui nous accompagnent dans un financement qui est de 1 pour 1. Donc 1 euro de financement privé nous apporte 1 euro de financement public dans le cadre de l'enveloppe qui avait été prédéterminée. Mais nous ne voulions pas laisser sur le bord du chemin les personnes qui ont contribué à scikit-learn, qui ont participé à en faire ce que c'est aujourd'hui. Alors certes, la marque appartient à INRIA, mais la communauté est très importante dans un tel projet. Et donc nous avons ouvert le capital à des individus qui ont participé à scikit-learn. Le montant était très faible. Et la réponse a été extrêmement positive. Et nous avons ouvert le robinet à des business angels, à des data scientists qui travaillent chez Meta, chez Google, chez DeepMind, chez Databricks, chez AWS, chez Anaconda, des dirigeants d'entreprise. Et finalement, le projet de financement, qui était plutôt un projet d'accueil d'investisseurs et donc de co-actionnaires, de futurs ambassadeurs, eh bien, a été un succès, nous en avons 70. Ce qui nous a permis de débloquer, évidemment, toute cette communauté. Alors, nous avons même un champion olympique. Alors, il n'est pas data scientist, hein, mais vous l'avez beaucoup vu passer à la télévision récemment. Mais il n'est plus actif aujourd'hui, il est investisseur. Donc, cette communauté-là va nous permettre de créer un accès beaucoup plus profond au marché, notamment au marché américain, mais aussi au marché européen. Nous avons pu débloquer d'investissements de Mozilla. Alors, j'insiste sur Mozilla. Mozilla est un acteur qui est essentiel parce qu'au niveau éthique, ils sont parfaitement alignés. Comme vous le savez, Mozilla, c'est l'acteur qui a développé Firefox, le navigateur open source, qui, quelque part, ça va être peut-être mal perçu, mais qui est un peu l'idiot utile parce que Google a besoin que Mozilla existe. Sinon, Google serait évidemment traité d'acteur dominant dans le navigateur. Et donc, Mozilla fait partie des acteurs qui souhaitent un Internet ouvert et se bat pour un Internet ouvert. Évidemment, Mozilla se pose la question du devenir de l'Internet alors que l'intelligence artificielle est en train, de manière boulimique, d'aspirer la connaissance sur Internet pour la restituer de manière différente. Et donc, Mozilla se pose les mêmes questions que nous. Comment pouvons-nous nous assurer que
le tissu économique puisse adopter de la technologie de manière ouverte pour créer de la valeur et quelque part pour préserver des notions de trust, de confiance, des valeurs démocratiques en réalité. Donc Mozilla est un partenaire merveilleux parce que nous partageons cet ADN et Mozilla fait partie de ces acteurs mondiaux qui se battent pour les mêmes raisons que nous, c'est-à-dire de trouver un moyen de ne pas se trouver polarisé par rapport à ces acteurs surdominants. Et encore une fois, les deux existent à tout moment. Il faut toujours un contre-pouvoir. Quelque part, l'open source est un contre-pouvoir contre la concentration des acteurs trop dominants. Donc ça, c'est merveilleux. Aperture Capital est un microfonds qui a participé au financement de Anaconda. Certains d'entre vous connaissent. Anaconda est un acteur majeur de la distribution des packages des packages Python. Donc c'est la communauté Python scientifique. Donc ces gens-là, et nous avons d'ailleurs Peter Wang, qui est le fondateur de Anaconda, qui lui fait partie des 70 individus. Donc il n'investit pas au nom d'Anaconda, mais il investit à son nom. Voilà, donc nous sommes ravis d'avoir quelques individus et quelques fonds clés, une communauté d'investisseurs fiers, ils le seront sans doute, et évidemment France 2030 qui nous accompagne, donc la France, vous tous. Donc vous êtes tous, en tout cas si vous êtes français, vous payez vos impôts en France, vous êtes tous quelque part coactionnaires de Probable. Voilà, nous avons levé 5,5 millions d'euros à date. Donc nous l'annonçons aujourd'hui. Dans le monde des startups, parfois ça peut paraître très grand, parfois très peu. Nous n'avons pas besoin d'acheter du Nvidia. Donc on a besoin de moins lever. Nous embauchons des ingénieurs pour créer des technologies logicielles. Voilà. Donc ce montant est un montant préliminaire qui s'inscrit dans une levée de fonds plus conséquente qui arrivera bientôt. Et donc voilà, nous exécutons le business plan de la manière suivante. Donc je vous ai évoqué cette piste F, qui est la bibliothèque open source. Donc ça, c'est déjà commencé et bien avancé, puisque Scikit-learn a une longueur d'avance sur le reste de l'activité. Le reste de l'entreprise est plutôt en amorçage, puisque nous avons une équipe nouvelle avec une offre qui est nouvelle. Mais aujourd'hui, nous annonçons 3 choses. Donc la première, c'est le lancement d'une équipe étoffée de Professional Services. Donc nous avons Nicolas Delaforge ici, qui est le fondateur de Mnemotics. Et donc nous finalisons aujourd'hui l'acquisition de l'équipe de Mnemotics sous forme de acqui-hire. Donc en fait, c'est l'équipe qui nous rejoint. C'est une fusion. Et Nicolas est cofondateur de Probable, puisque nous avons commencé à imaginer ce projet dès février dernier. Donc voilà, nous sommes ravis d'accueillir Nicolas et son équipe au sein de Probable, parce que nous développons une activité de service professionnel. Les investisseurs capitaux-risqueurs n'aiment pas du tout les services professionnels, parce qu'il n'y a pas de multiples intéressants. En revanche, c'est une activité essentielle qui nous permet d'aller voir nos clients et leur dire « on va vous aider à adopter nos technologies open source ou commerciales, et donc on a des gens à vous proposer justement pour vous faciliter l'adoption ». Donc c'est une partie essentielle qui est en soutien, encore une fois, de l'activité A et F. Deuxième chose que nous annonçons aujourd'hui, c'est le lancement imminent d'une certification, la première au monde, une certification Scikit-learn, avec 3 niveaux, entre proficience minimale, moyenne et experte. Donc cette certification va être délivrée avec des outils qui sont la crème de la crème et que Google utilise par ailleurs pour déployer ces certifications. Donc, si certains d'entre vous êtes des data scientists et vous voulez tester la solution, vous êtes les bienvenus. Donc, on offrira évidemment ces certifications au premier, mais ensuite, ce sera une offre commerciale, mais qui aura l'avantage de promouvoir l'excellence autour des technologies telles que Scikit-learn, ainsi que les autres technologies à terme. Troisième annonce aujourd'hui, le lancement du nouveau produit, et le MVP, donc le produit dans sa première version consommable par le grand public, ou en tout cas les data scientists, si tant est que c'est un grand public, un public d'experts en tout cas, eh bien cette offre sera lancée à partir d'octobre-novembre. Voilà. Donc là aussi, nous aurons un programme bêta pour inviter les acteurs à rejoindre. Donc le choix que nous avons fait pour l'offre produit est de traiter un sujet, parce que les startups, comme vous le savez, ont besoin de se concentrer sur un problème particulier. Et je vous l'avais retrouvé dans la mission d'entreprise. Il se trouve que les data scientists dans l'entreprise travaillent de manière assez artisanale. Comme vous le savez, et ça fait partie des enjeux
du gouvernement, c'est comment pouvons-nous déjà faire basculer les entreprises dans le monde du numérique. Il y a du chemin à faire. Alors, ça c'est la première étape. Et ensuite, adopter le machine learning, la science des données, justement pour valoriser les données. Mais on ne peut pas avoir de données si on n'est pas numérisé. Donc c'est une structure à effet domino. Donc on va s'inscrire évidemment dans ces transformations numériques profondes des écosystèmes et apporter par-dessus une technologie qui va aider les data scientists, dont de nombreux sont tout juste sortis de l'école. Ils ont une approche assez artisanale, donc on va leur fournir des outils pour augmenter leur travail et non pas les remplacer. Encore une fois, il faut faire attention à ces sujets de generative AI qui parfois ont une envie boulimique de complètement assimiler les emplois. C'est un des sujets de la generative AI. Comment pouvons-nous faire pour ne pas complètement détruire les emplois? Je suis plutôt schumpeterien, mais je pense que Schumpeter n'a jamais connu l'exponentiel. Et donc, la création, la destruction créative d'emplois, autrefois fonctionnait bien puisqu'il fallait des générations. Or, aujourd'hui, les choses vont très très vite. Et donc, le danger pour la société, c'est cette destruction d'emplois. Donc, nous nous positionnons plutôt comme acteur qui va apporter des instruments pour augmenter le travail en connaissance de cause et en maîtrise. Own your data science. Donc ces outils-là vont être développés pour apporter aux data scientists de la méthode, de l'introspection, de la réversibilité, de la traçabilité, dans la phase particulière pré-MLOps. Donc juste avant la mise en production. Pour nous, c'est ça le sujet que l'on peut traiter de manière immédiate. Et évidemment, à terme, notre ambition est de devenir une plateforme pour l'entreprise. Donc il y a des fonctionnalités développées. Ça prendra quelques années. Et nous irons en course de collision directe avec les plus grands acteurs. On peut imaginer, mais le marché est très large, donc il y a de la place pour tous. Mais on peut imaginer Databricks, Microsoft Azure Fabric et d'autres, Dataiku par exemple, qui sont des acteurs sur ce terrain de jeu. Mais ce sont aussi des acteurs qui nous utilisent. Donc il y a tout un tas de choses à faire. Voilà, donc voilà pour l'annonce. Il y a tout à faire. Je vous invite à nous suivre sur LinkedIn pour suivre nos actualités, pour rejoindre la mission d'une manière ou d'une autre. Si vous amplifiez le message, eh bien, vous nous aidez. Si vous rejoignez la communauté Discord, alors vous pouvez participer aux échanges très techniques, je vous préviens, sur les produits que nous développons. Et le soutien est bienvenu à tous les niveaux, puisque je pense que cette initiative aura pour vocation à être étudiée, voire transposée. Donc nous avons des discussions déjà avec les autres instituts de recherche qui réfléchissent à un moyen de transposer cette initiative qui est particulière, encore une fois, par rapport à scikit-learn, mais il faudra trouver les leviers justement pour innover au-delà du schéma classique de la licorne qui, elle, est quantique en ce qui concerne Probable et scikit-learn, très, très, très réellement ancré dans la réalité, dans l'usage, ce qui est exceptionnel. Voilà, merci à tous et je laisse la parole à la personne suivante. Merci. On prend 5 minutes de questions, si vous avez des questions à nous poser, soit côté P16 ou côté Probable. C'est le moment ou jamais. On avait un prof qui disait pas tous à la fois, pas tous à la fois. Sur le business model, est-ce que vous avez des questions? C'est la partie un petit peu intéressante puisqu'il y a des mécanismes. Je vous apporte un élément de réponse. Le produit que nous développons est en 2 composantes. Une composante qui est parfaitement open source pour créer l'adéquation avec scikit-learn. Donc scikit-learn est une marque qui est connue. Donc Jérémy ici porte le sweatshirt avec la marque scikit-learn. Donc scikit-learn est instantanément reconnu par tous les data scientists à travers le monde. Mais Probable n'est pas une évidence pour eux, puisque c'est une structure qui a d'ailleurs choisi, nous avons choisi Probable comme nom pour ne pas être limité par scikit-learn, au contraire pour s'appuyer sur scikit-learn et développer une offre qui va au-delà. Donc la première étape du produit que nous développons, c'est une technologie open source qui apporte de la valeur au-dessus de scikit-learn, à côté de scikit-learn, pour créer cette adéquation avec la communauté. Le deuxième module que nous allons dévoiler plus tard sera un produit qui, lui, sera propriétaire. Donc, pour ceux qui s'intéressent au modèle open source, notre volonté est de créer un modèle hybride avec la partie scikit-learn qui reste inchangée d'un point de vue de la licence. Bon, s'il n'y a pas de questions, si.
Je vais faire la deuxième question du coup. Petite question autour de la notion de développement d'écosystème. L'écosystème, alors là plutôt open source. Comment alors peut-être pour toi Yann, Selma tu pourras prendre, mais c'est vrai que dans l'ambition qu'on s'était posée, vu de la puissance publique, je pense vu d'INRIA aussi, c'est dire l'open source est probablement une solution d'abord pour baisser la barrière ou la distance au niveau de flottaison de la souveraineté, comme tu l'évoquais tout à l'heure, je ne sais pas comment on le dit, mais aussi pour permettre de développer un écosystème. Et on le sait, il n'y a pas de recette miracle, c'est-à-dire que c'est extrêmement difficile. Ensuite, comment Probable se positionne par rapport au développement des autres acteurs, autres startups ou autres. J'imagine que c'est plutôt une opportunité et un truc positif, mais comment on peut travailler ensemble pour ça, quoi? Alors, la première chose, et Gaël maîtrise parfaitement ces leviers, la communauté open source n'existe pas au démarrage d'un projet. Et donc, il faut faire la distinction entre un projet qui est company-driven, ou initiative-driven, ou individually-driven, alors qu'un projet qui a atteint cette masse critique, cette adoption, est un projet qui est community-driven. À partir de ce moment, c'est la communauté qui prend le relais sur l'inertie. D'ailleurs, Scikit-learn a une gouvernance qui est en dehors en tout cas d'un point de vue théorique, la gouvernance de Scikit-learn est en dehors de Probable et en dehors d'INRIA depuis longtemps. Mais le centre de gravité était à INRIA et se trouve aujourd'hui à l'intérieur de Probable. Donc il faut bien maîtriser ces aspects-là pour accompagner les entreprises qui vont dire, moi j'aimerais créer un nouveau projet qui est la gouvernance de Scikit-learn est en dehors de Probable, en dehors d'INRIA depuis longtemps. Mais le centre de gravité. La réalité, c'est qu'il faut d'abord donner avant de prendre à l'intérieur. Et certains projets se font bien maîtriser ces aspects-là pour pouvoir prendre tout de suite. Accompagner les entreprises qui vont dire certains théoriques, il faut d'abord donner, qui est la gouvernance de Scikit-learn est en dehors de Probable, en dehors d'INRIA depuis longtemps. Mais le centre de gravité. Participer, la réalité, c'est qu'il faut d'abord donner. Et cette notion, et certains projets se font bien maîtriser ces aspects-là pour pouvoir prendre tout de suite. Accompagner les entreprises, forcément dire certains théoriques, il faut d'abord donner. La gouvernance de Scikit-learn est en dehors de Probable, en dehors d'INRIA depuis longtemps. Mais le centre de gravité. Participer énormément. Il faut d'abord donner. Et cette notion, et certains projets se font bien maîtriser ces aspects-là pour pouvoir prendre tout de suite. Accompagner les entreprises, forcément dire certains théoriques, il faut d'abord donner. La gouvernance de Scikit-learn est en dehors de Probable, en dehors d'INRIA depuis longtemps. Mais le centre de gravité. Participer énormément. Il faut d'abord donner. Et cette notion, et certains projets se font bien maîtriser ces aspects-là pour pouvoir prendre tout de suite. Accompagner les entreprises, forcément dire certains théoriques, il faut d'abord donner. La gouvernance de Scikit-learn est en dehors de Probable, en dehors d'INRIA depuis longtemps. Mais le centre de gravité. Participer énormément. Il faut d'abord donner. Et cette notion, et certains projets se font bien maîtriser ces aspects-là. En sponsorship. C'est une licence qui est une licence quelque part forfaitaire, qui n'est pas très chère en réalité. Donc il faut aller voir les plus gros qui ont une capacité de payer plus, et les plus petits peuvent tout de même contribuer de manière différente. Donc ça, c'est pour la partie demande. Pour la partie offre, eh bien, on est sur des dynamiques qui ne sont pas évidentes. Je pense que le succès de Scikit-learn est quelque chose que l'on peut difficilement répliquer, en tout cas sur cette verticale. Il n'y a que 3 acteurs aujourd'hui dans les bibliothèques de machine learning. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle de open source en GenAI, on oublie parfaitement cette partie algorithmique que sont Scikit-learn, PyTorch et TensorFlow. On pense aux données, on pense aux modèles, mais on a complètement zappé la partie logiciel intermédiaire. Pourquoi? Parce qu'on estime que voilà, c'est gratuit, c'est géré, on n'a pas besoin de s'en préoccuper. En réalité, non. L'intelligence artificielle, c'est la composante de 3 vecteurs. Les données, les logiciels, souvent open source, sauf pour CUDA, chez NVIDIA, et enfin, les modèles, qui sont les artefacts, les produits dérivés de ces 2 premières choses. Et l'IA, c'est l'ensemble des 3. C'est indissociable. Donc, on doit travailler sur ces effets millefeuilles avec les acteurs qui sont du côté de l'offre, du côté de la demande. Donc, ce sont des choses que l'on peut, sur lesquelles on peut aider en brainstormant, en parlant avec les experts qui, eux, ont maîtrisé tout ça, se souviennent bien de telle partie de la communauté qui s'est froissée à telle époque. Et il a fallu trouver un moyen, trouver un consensus, justement, pour faire avancer le projet. Donc, l'open source, on est sur le temps long, on est sur le consensus, et on est sur quelque chose qui trouve son juste milieu. D'ailleurs, Scrub est un projet intéressant puisqu'il est parfaitement complémentaire à Scikit-learn. Vous aurez remarqué les 2 premières lettres, SK.
Scrub signifie évidemment un terme en anglais qui signifie nettoyage, data wrangling des données. Mais Scrub est un projet nouveau qui n'a donc pas de communauté, si on caricature, pas encore, mais qui était écrit, ou en tout cas piloté par une personne qui maîtrise parfaitement la communauté Scikit-learn. Eh bien, Scrub, ça n'est pas gagné d'avance. En revanche, Scrub a beaucoup plus d'agilité d'un point de vue fonctionnel, puisque c'est une petite bibliothèque, il y a moins de dépendance, les gens en dépendent moins, il y a moins de consensus, donc on peut aller plus vite. Donc il faut trouver cet équilibre pour développer Scrub. C'est pour ça qu'il est très bien à l'INRIA aussi, en même temps que chez nous. Donc là, on est plutôt sur les masses inverses. On a beaucoup moins de personnes qui travaillent sur Scrub que chez INRIA. Voilà, donc ce sont des leviers qu'on doit travailler sur le temps long pour la partie open source. Et sur la partie partenariat, on peut travailler assez immédiatement avec des acteurs qui veulent se rassembler autour d'un commun, en réalité, cette notion qui existe depuis des décennies, voire des millénaires. Oui, enfin, vous avez partiellement répondu à ma question, puisqu'il s'agissait de savoir, comme a su le faire Scikit-learn, s'il y a dans certains domaines, c'était le cas de la banque, des assurances, donc des gros utilisateurs de data scientists, s'ils apparaissent quelque part déjà dans la galaxie ou qui donnent à la fois de la visibilité et de la crédibilité, ou est-ce que pour l'instant c'était encore un peu tôt pour que ces grands acteurs applicatifs soient visibles dans le projet? Excellente question. La bonne nouvelle avec Scikit-learn, c'est que tous les data scientists l'utilisent. Point. Donc, s'il existe un data scientist chez une banque ou une assurance, alors ils utilisent Scikit-learn. J'aurais tendance à dire que 80% des cas d'usage de machine learning d'IA en déploiement sont liés de près ou de loin à Scikit-learn. Certains me disent que j'ai tort, c'est plutôt 99%. Donc la Gen AI fait partie de la révolution à venir, mais en matière de data science et d'application en production de manière évidemment maîtrisée, parce que la Gen AI n'est pas parfaitement maîtrisée. Il y a des difficultés d'implémentation, d'introspection. On est sur des boîtes noires, donc ce n'est pas tout à fait la même chose. Scikit-learn travaille des algorithmes qui sont maîtrisés et qui sont plus petits. Donc, ils l'utilisent tous, et nous avons la chance d'avoir des partenaires issus du consortium Scikit-learn, qui deviennent évidemment nos partenaires chez Probable, BNP Paribas, AXA, qui utilisent et qui sont nos design partners par ailleurs. C'est-à-dire qu'on les invite dans le processus de développement du nouveau produit parce qu'ils sont très intéressés. Alors, eux-mêmes ont d'autres outils, ils ont des budgets, donc ils ont acheté du Databricks, du Microsoft Azure, etc., les usual suspects, mais ils ont besoin aussi de maîtriser. Et certains acteurs, d'ailleurs, se méfient des hyperscalers et des dépendances parce que les données de leurs clients sont d'autant plus sensibles. Donc, notre approche qui est sur la maîtrise et une capacité de SaaS réversible leur plaît beaucoup. Donc, il y a une approche qui correspond à la verticale banque-assurance. Il y a aussi ces acteurs qui sont pleinement identifiés. Et en réalité, grâce à cette communauté Scikit-learn, nous avons accès à absolument tout le monde. Mais dans l'open source, nous n'avons pas le listing des utilisateurs. Donc, il va falloir faire un peu de spéologie pour aller rechercher les futurs clients payeurs parce qu'ils sont dispersés dans la nature. Donc ça, c'est une verticale. La verticale santé, évidemment, utilise énormément les modèles développés par les algorithmes supportés par Scikit-learn. Et nous avons aussi tout un tas de verticales, cybersécurité, par exemple. Nous sommes au Cybercampus. Détection de fraude, détection de comportements particuliers. Évidemment, ce genre de technologie est parfaitement adapté pour le faire. Je vais peut-être apporter un complément de réponse sur la partie plus INRIA. Donc, au début du projet, donc Jean-Michel a effectué une consultation auprès des industriels français qui ont fait part de leur intérêt pour P16 et le montage P16 Probable. On va en parler, je pense, en conclusion de la journée, mais ils sont nombreux. Je pense, même pour aller au-delà de effectivement, la success story de Scikit-learn, du consortium, il y a aussi cette idée qu'il y a beaucoup d'open source qui se fait également chez les industriels. Je pense notamment à la Maïf, et pas que, mais ils ont une ADN, par exemple, très open source. Donc, c'est des gens avec lesquels on discute, on essaie de voir dans quelle mesure est-ce que ce montage P16 Probable peut amener des réponses aux questions qui se posent sur la maintenance et la pérennisation de leurs briques logicielles. Oui,
Nous avons en Europe les AI Act qui va s'imposer à tous très rapidement. Est-ce que pour vous, c'est plutôt une opportunité, un frein ou un non-sujet finalement par rapport au projet que vous portez? Je pense surtout à Probable particulièrement. Donc nous analysons évidemment le AI Act. L'AI Act va trancher de manière majoritairement sur les sujets d'IA générative. C'est le volet principal, en tout cas, qui a été traité en urgence par ce AI Act. Mais en réalité, nous nous inscrivons dans cette grande thématique aussi. L'Europe a cette fâcheuse tendance à réguler. Mais en ce qui nous concerne, nous allons embrasser pleinement ces contraintes parce que c'est ça qui nous distingue, c'est ça la singularité européenne. Et je pense que c'est peut-être pas un avis partagé, mais je pense que nous devrions aller beaucoup plus loin même pour le projet de la société européenne, qui n'est pas le projet de la société américaine et qui n'est pas le projet de la société chinoise. Donc il faut embrasser pleinement ces réflexions qui sont de l'ordre du sociétal, de l'éthique, parce que ça s'inscrit et ça rejoint notre slogan qui est la maîtrise. Nous devons à tout moment maîtriser. Et j'interviens parfois avec deux petites phrases en anglais. Eyes wide open. Nous devons être pleinement conscients. Parce que si nous ne le sommes pas, cette IA boulimique représentée par l'IA générative aujourd'hui va nous rendre ignorants en tant qu'individus. Et c'est un danger pour la société. Parce que le QI mondial est en train de baisser, en tout cas dans nos sociétés. Parce que cette IA, parce que le numérique a cette fâcheuse tendance de nous enlever l'envie de faire des efforts. Donc tout ça est lié à l'éducation, la culture, la volonté de comprendre, de savoir. Et donc Scikit-learn est précisément dans cette démarche, Probable aussi. Et donc l'AI Act, qui vient avec ses contraintes, et il y a d'autres réglementations qui vont venir aussi charger nos responsabilités parce que nous sommes un éditeur open source, donc il y a d'autres contraintes qui viennent avec ça, eh bien il faut qu'on les embrasse, parce que c'est notre singularité. Et c'est ça qui fera notre force, parce que parfois, alors je suis assez critique du RGPD, eh bien le RGPD, nous l'avons exporté en Californie. Et Mark Zuckerberg a été obligé d'intégrer des notions du RGPD parce que, et finalement, les gens discutent de manière transatlantique. Et donc, si ça touche un Européen, ça touche un Américain de manière mutuelle. Donc, ces idées qui sont des idées d'un ordre supérieur, plus intellectuelles, évidemment moins financièrement intéressantes, parce qu'on a probablement perdu de l'argent avec RGPD au niveau européen. Pour autant, il faut qu'on se batte par rapport à un modèle qui est un modèle européen. Donc voilà, contrainte, mais singularité. Il faut qu'on avance, c'est ça? Je te repasse du coup la main pour présenter le prochain interlocuteur. Et merci beaucoup Yann pour ta présentation. Merci à tous les deux. En effet, on va avancer, mais vous aurez l'occasion peut-être aussi au moment de la conclusion de répondre aux dernières questions. On va laisser la parole à l'Agence nationale de recherche avec Fabrice Debac et Mathieu Baudin qui vont vous parler du contexte de l'Agence nationale de recherche en tant qu'opérateur de P16. Bonjour. Donc, vous avez ici un premier transparent qui vous rappelle ce qui vient de vous être dit, c'est-à-dire que nous appartenons à l'ANR, l'Agence nationale de la recherche. Je suis donc moi-même Fabrice Debache. Mathieu Baudin est à mes côtés. Il y a une troisième personne qui va suivre le projet, qui est Marie Richard, qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Alors, ce premier transparent, pour vous rappeler quelques points sur l'ANR et l'organisation de l'ANR. L'ANR donc, est un opérateur de l'État qui est en charge d'actions de recherche et de formation. On oublie des fois la formation. L'ANR a été créée en 2005, donc elle va fêter ses 20 ans l'année prochaine. Il reste encore à déterminer ce qui sera fait en termes notamment de com ou d'action pour fêter les 20 ans de l'ANR.
Et l'ANR est divisée en 2 branches. La première branche, direction des opérations scientifiques ou encore DOS, répond au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et est typiquement en charge de l'appel à projet générique annuel, mais également d'autres actions ponctuelles. Et ce n'est pas à cette branche que nous appartenons. Nous appartenons à l'autre branche qui répond directement au SGPI, qui est un service du Premier ministre. Et cette autre branche s'appelle la DGPIE ou DGPI dans notre langage à nous, Direction des grands programmes d'investissement de l'État. Et comme c'est écrit, elle gère des appels à projets en continu et s'occupe de ce qui avant s'appelait le PIA ou les PIA, Plan d'investissement d'avenir, et maintenant répond au doux nom de France 2030, dont vous avez déjà entendu parler depuis le début de la matinée. La dernière ligne vous indique une idée des financements des différents PIA et de France 2030. Si vous vous focussez, si vous regardez la dérivée, vous voyez des choses plutôt positives pour nous actuellement. Alors, un transparent un peu standard qui résume la vie des projets France 2030. Il y a d'abord une étape de sélection ou tout du moins une étape d'évaluation de ce qui est soumis, qui est gérée par le responsable d'action, en l'occurrence votre serviteur, et deux personnes qui sont des chargés de sélection, une ou un chargé de sélection. Il y a une étape de contractualisation, une fois que l'étape de sélection est passée, où vous retrouvez encore votre serviteur et 2 personnes en général chargées de la contractualisation. Et ensuite, il y a une étape de suivi avec un double suivi. Vous savez, un suivi par action, où vous retrouvez encore le responsable d'action, et vous avez aussi un suivi territorial qui est assuré par ce qu'on appelle nous un CPS ou une CPS chargée de projets scientifiques et chargée de gestion administrative et financière. La partie la plus importante de ce transparent, ce n'est pas tout ce que je viens de raconter, ce ne sont pas les 2 belles cartes avec les belles couleurs, c'est ce qui est en rouge au milieu en bas, suivi personnalisé pour chaque projet. C'est vrai, ce n'est pas de la langue de bois, ce n'est pas de la com, ce n'est pas de la tchatch. Nous sommes très fiers de tout faire pour être disponible pour vous, répondre vite et to the point aux emails qu'on reçoit et être là pour vous aider être là quand vous avez besoin de nous et seulement quand vous avez besoin de nous ou presque pour vous aider de manière efficace et encore une fois personnalisée. Ce que ça veut donc dire, donc j'espère que certaines parmi vous ou certains ont pu le tester et ce que ça veut dire de manière générale pour la suite, c'est n'hésitez pas à nous contacter. Typiquement, vous avez 3 interlocuteurs, vous en contactez au moins 2 sur les 3. Et j'espère qu'on se montrera à la hauteur de tout ce que je viens de dire. Et on fait en tout cas vraiment tout pour. Donc n'hésitez pas, franchement. Je vais passer la parole à mon collègue, tout en restant moi ici. Et éventuellement, je réinterviendrai. Enfin, on verra. Vous en avez 2 pour le prix d'un. Merci Fabrice. Donc on va parler plus des aspects contractuels. Aussi ce pourquoi on va échanger principalement dans le suivi du projet. Pour revenir sur une petite fiche, donc plusieurs éléments que je pense plusieurs connaissent ici, mais peut-être pas tout le monde. Donc l'établissement coordinateur INRIA, ça on l'a compris, ça a bien été évoqué. Pareil pour la responsable scientifique et technique du projet, alors dans notre jargon ANR, hein, donc Madame Salma Souyel. On aura besoin aussi un responsable administratif et financier, donc vous pourrez nous le communiquer voilà, en date quand vous l'aurez. La référence du projet, donc aussi qui va peut-être pas vous parler maintenant, mais qui va être récurrente pendant le projet, puisque bon, pour nous, forcément, c'est comme ça qu'on le reconnaît, mais aussi, lorsqu'on fait, on va en reparler,
Mais lorsqu'on moissonne, par exemple, les publications, qu'on essaie de chercher voilà, tous les produits du projet, on va essayer de trouver cette référence. Donc, les dates du projet qui va courir jusqu'au 31 décembre 2028. Et le montant de l'aide, voilà, donc quasiment 8 millions d'euros. Et vous avez là l'échéancier. Donc, on sera pointilleux, surtout chaque année, sur le versement de cette échéance. Donc, à la notification, voilà, normalement, à T0, vous avez un premier versement qui a dû être effectué aussi, il n'a pas été très prochainement. Et ensuite, voilà, chaque année, puis un solde. Donc, au bout des 5-6 ans, ouais, 5-7 ans. Je me permets de rajouter un point qui va être utile tout à l'heure, c'est que ce qu'on appelle dans notre jargon le T0, c'est-à-dire la date de démarrage du projet, c'est-à-dire la date d'éligibilité des dépenses, Oui. est au 1er janvier 2024. Donc le projet a commencé depuis longtemps. C'est pour ça que la réunion de lancement a lieu aujourd'hui. Oui, mais justement, alors, pour revenir sur l'éligibilité des dépenses, le solde que vous voyez, donc 10% du montant de l'aide, il est versé au niveau des dépenses réelles à la fin du projet. Donc savoir que l'aide est réputée acquise, voilà, seulement en fonction des dépenses en face. Donc ça, nous serons aussi, nous verrons, voilà, à la bonne analyse, enfin, au bon rendu des relevés de dépenses là-dessus, ce qui est central. Donc la référence pour le projet, c'est bien sûr le contrat. Si vous avez la moindre question, en général, la réponse y est. Pareil, une fois encore sur l'éligibilité des dépenses, ça y est, mais aussi toutes les obligations contractuelles des INRIA et des façons de piloter le projet. Voilà. Un exemple, le plan de gestion de données. Donc ça, c'est un document qui va être obligatoire et on ne va pas vous laisser là-dessus tranquille. On aura besoin de ce document 6 mois après la signature de la convention. Donc je crois que c'était en juin, donc décembre. Voilà. C'est un point très important. On est là à rire un peu, mais malheureusement, il y a beaucoup de projets qui ne nous donnent pas le plan de gestion de données à temps. Et vous pouvez avoir des dépassements très longs et ça pose des problèmes. Et à chaque fois, on est obligé d'arrêter de décaisser les fonds et des fois d'avoir des grandes discussions avec des personnes. La dernière, pour la petite histoire, c'est en arrive en retard de 3 ou 4 mois, un plan de gestion de données vide, au sens strict. Vide, où la personne n'avait rien, donc rien rempli, à part une signature à la fin. Donc, essayez d'éviter. C'est inutile. Voilà, on va le lire et on y sera attentif. D'ailleurs, puisque c'est une obligation contractuelle, mais aussi puisque bon, forcément le projet va générer beaucoup de données. Donc voilà, c'est une obligation maintenant. Donc les versements seront interrompus. Et d'ailleurs, bon, là vous avez la chance, d'habitude on peut aussi sur un projet avec des gros consortiums qui demandent du travail. Je pense qu'au niveau d'INRIA, vous avez aussi la possibilité de plus de souplesse, j'imagine, pour développer ce document. Donc on espère que ça sera bien fait dans les temps. Et de toute façon, on verra à ce que ça le soit. Donc vous aurez un plan de gestion de données initial et ensuite le plan de gestion de données va évoluer dans le projet. Il faudra nous fournir à la fin du projet la version à date avant la clôture. Quelques mots sur les publications et communications. Donc je pense que Sciences Ouvertes, on est en terrain conquis sur ce qui est voilà, bon, on parlait de open source et des licences CC BY. C'est aussi une obligation de notre côté. Donc voilà, on parle aussi du dépôt sur HAL, tout ce qui va être bibliométrie, pouvoir recenser ces publications. Et justement, donc on met peut-être une petite phrase. Voilà, un exemple, par exemple des remerciements, c'est aussi un moyen pour nous de retrouver les publications. Donc on sera aussi attentif à pouvoir, dans les collectes annuelles, je vais revenir aussi là-dessus, pouvoir retrouver toutes les données liées au projet.
et au financement France 2030. Donc aussi à mentionner. Je voulais ajouter non. J'allais dire les données, vous savez, c'est important. Voilà, c'est ça. Autre petite mention, mise en lumière des projets France 2030. Donc, on s'apprête à avoir un beau projet, en tout cas, on le voit commencer. L'ANR souhaite mettre en avant ces projets de France 2030. En particulier, voilà, si vous avez une avancée particulière, un prix, alors pour les chercheurs, hein, une médaille, une intervention, voilà, tous ces faits marquants, on peut aussi les relayer voilà, sur les réseaux de l'ANR. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des liens, des informations. On est aussi partant pour vous aider à diffuser et à toucher voilà, plus de monde. Un autre aspect aussi un peu plus réglementaire sur les dispositions de l'article 10 du contrat attributive d'aide relative à la protection des résultats et du potentiel scientifique et technique de la nation. Donc là, on est en plein dans la souveraineté. Je ne sais pas si... je veux bien intervenir. Donc, vous voyez ce qui est écrit, je vais gloser ce qui est écrit, c'est-à-dire que ce que vous voyez n'est pas une clause inessentielle. Il faut réellement, et ça c'est dans les statuts de France 2030, il faut réellement, notamment pour les recrutements et au hasard par exemple pour les postdocs, etc., absolument avoir l'accord du FSD avant tout recrutement. Je sais, et nous savons tous, que d'abord, quand on demande un accord, on risque de ne pas l'avoir. Ensuite, que de toute façon, même quand on l'a, ça prend très longtemps pour l'avoir, des fois. On en a conscience, on a conscience que du coup, vous pouvez perdre des recrutements. Donc oui, non, quand je dis nous, c'est l'ANR, mais c'est des choses qui sont également discutées au plus haut niveau de l'État. Et tout le monde, y compris au plus haut niveau de l'État, en a conscience. Mais à chaque fois que c'est discuté, la conclusion est toujours la même, c'est qu'il faut qu'il en reste, ça reste ainsi. Donc il faut absolument que vous vous pliez à ça et que vous jouiez le jeu. De manière évidente, si par hasard vous ne le faites pas, j'allais dire, même s'il n'y a pas de problème, et encore plus s'il y a des problèmes, ça peut être catastrophique. Ça peut être catastrophique sur le fond, ça peut être aussi catastrophique, évidemment, en termes de financement. Donc, ce ne sont pas des détails, j'insiste. Dernier point, il peut arriver, là je vais dire quelque chose qu'en théorie on ne devrait pas dire, mais que je dis quand même. Il peut arriver, selon les endroits où vous travaillez, selon les points de contact que vous avez, etc., que les contacts avec la personne qui fait le travail de FSD ne soient pas forcément faciles. En général, facile en termes temporels ou facile, vous voyez ce que je veux dire, pas en termes humains, hein, j'entends en termes purement professionnels. Si vraiment vous avez un problème compliqué, absence de réponse ou ce que vous voulez, à titre exceptionnel, et j'insiste sur le à titre exceptionnel, vous contactez l'ANR et en l'occurrence, vous contactez votre responsable d'action, à savoir moi-même, et après, je verrai ce que je peux faire. Mais que ça ne devienne pas une norme, mais n'hésitez pas quand même si vraiment il faut, quoi. D'accord ? Voilà. Voilà, donc on est conscient que justement ça pourrait typiquement une source de retard hein, pour les recrutements ou peut être une difficulté qui était d'ailleurs identifiée dans le projet. On va parler un peu de modalités de suivi. Donc à la DGPIE, on utilise un outil, une plateforme où on centralise toutes nos informations pour le suivi des projets. C'est un portail APIA. Donc les RST, voilà, vous aurez et le responsable de l'établissement aurait accès à cette plateforme. Pareil pour le responsable financier du projet. Donc c'est là où vous pourrez retrouver bon, s'il y a des avenants, s'il y a des modifications, s'il y a bon, le PGD sera par exemple. Si vous avez des nouveaux partenaires, des partenaires qui s'ajoutent, etc. Plus tard, c'est aussi ici qu'on les recense. Donc les accès vous seront fournis et c'est aussi la même plateforme qu'on utilise pour communiquer donc, au travers des collectes annuelles
où donc un certain nombre d'indicateurs seront demandés. Ici, ce sont les indicateurs France 2030, voilà, donc sur les publications, les productions, les propriétés intellectuelles, production technologique, tout ce qui est autour des ressources humaines et formation, puisqu'il y a aussi cet aspect, les programmes de prématuration et les financements externes, cofinancement. Vous aurez ensuite aussi des indicateurs spécifiques qui seront à définir. Donc on reviendra là-dessus de toute façon en temps et en heure. La prochaine est prévue pour l'année prochaine. Donc on a un peu de temps. Par contre, ce qui est plus imminent, ça va être les jalons intermédiaires, donc qui sont prévus dans le contrat aussi. Donc sous l'autorité du CPMO, un point d'étape sera réalisé tous les 9 mois. Donc en gros, ça prend la forme d'un rapport qui contient un compte-rendu de l'avancement du projet, donc d'un point de vue scientifique et technique depuis le dernier jalon, et un compte-rendu qui détaillera toutes les difficultés rencontrées, les stratégies pour y remédier et le degré de succès de celle-ci. Donc voilà, on a listé, hein, donc c'est assez clair. D'ailleurs, c'est le même dans le contrat. La première échéance est au 1er octobre 2024, donc on attendra déjà à ce moment. Et si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas surtout à nous envoyer un mail, nous appeler. Voilà, on pourra répondre à vos questions. Donc j'insiste là-dessus, puisque c'est un peu particulier, hein, on y verra aussi. Donc 1er octobre. Un autre aspect de suivi, ce sont les réunions. Donc, comme celle-ci, il a une réunion de lancement, mais vous aurez aussi les réunions d'avancement qui devront être organisées chaque année. Notez que pour l'ANR, une réunion d'avancement de suivi, ce n'est pas une réunion pour l'ANR. On ne va pas le demander, mais il suffit simplement de nous inviter une fois par an et on sera là pour éventuellement répondre en direct aux questions, mais aussi pour voir comment se déroule le projet, s'il y a des questions qui se posent aussi à l'intérieur du projet. C'est pour nous un moyen de faire ce suivi. Et finalement, une réunion de clôture, on n'y est pas encore, mais on en parlera aussi, il y a des formalités là-dessus. Donc la collecte d'informations, je vous en parlais. Maintenant, je voulais dire un mot. Il faut préciser, enfin vous le savez, c'est dans le contrat, que en plus des réunions de suivi, l'ANR peut vous demander, l'ANR au nom de l'État ou l'ANR et l'État, peuvent vous demander des réunions supplémentaires ou des informations sur le déroulement du projet ou toute forme, disons, d'interaction avec vous pour vérifier que tout se passe bien. Il n'y a pas de raison qu'on le fasse parce que vous allez déjà nous rendre des rapports tous les 9 mois, donc ce qui est déjà beaucoup à lire, beaucoup pour vous à écrire et beaucoup pour nous à lire et à traiter. Mais bon, voilà, c'est formellement. Alors évidemment, ce n'est pas vous que ça vise, c'est les dispositions standards de tout France 2030. Exactement. Et c'est aussi le cas pour la collecte d'informations qui est quasi standardisée, en tout cas qui s'applique à tout le monde. Donc cette collecte annuelle donc pour P16 à partir de 2025, vous aurez une plateforme scientifique, une plateforme financière à compléter. Vous recevrez tous les mails, tout ce qu'il vous faut quelques mois avant, donc il y a largement le temps a priori. Pareil, si vous avez des questions, on sera vraiment présent pour vous accompagner sur la collecte. Notez que donc, sur le portail, vous aurez une brique collecte qui s'affiche. Donc je le précise là, puisqu'elle ne sera pas affichée tout le temps, seulement dans les périodes de collecte. Donc si vous ne les voyez pas, pas de panique, c'est que tout va bien. Un autre aspect, donc en plus des collectes, un audit financier est possible sur toute la durée du projet. Donc à la fois sur toute la durée du projet et jusqu'à 2 ans après la fin du projet. Et cela s'applique à l'établissement pour l'établissement coordinateur, mais aussi si des établissements partenaires viennent à entrer aussi dans le projet. Les établissements partenaires peuvent être aussi faire l'objet d'un audit financier, en tout cas leurs dépenses, depuis le début du projet. Aussi, des revues projets sont possibles. Donc voilà, Fabrice vient de les mentionner.
et tout ce qui va être évaluation technique, économique, initérée et ex post du projet. Donc, par exemple, évaluation d'impact à la fin du projet aussi. Bon, on n'y est pas encore, mais c'est des aspects qui sont contractuels et qui sont à garder à l'esprit. J'ai un mot à dire sur l'audit. À quelques exceptions près, où vous comprendrez pourquoi ça a lieu, statistiquement, les audits ont lieu, j'allais presque dire en aveugle, de manière statistiquement neutre, aveugle, pour contrôler les process dans France 2030. Donc, si par hasard vous avez un audit, ne vous sentez pas persécuté. C'est probablement, ça tombe par hasard sur vous. Voilà, mouvement brownien. C'est vrai, il y a la notion d'aléatoire. Ce ne sont pas... C'est important. Quelques notions des modifications. Donc, bon, là, on est au tout début du projet, mais l'ANR est conscient qu'un projet a une vie, qu'il y a des imprévus, donc des modifications sont bien sûr possibles. Au niveau administratif, donc, par exemple, changement de responsable de projet, modification du consortium, bon là, ce n'est pas le cas. Simplement, contactez-nous. Éventuellement, on a des pièces justificatives à demander. Par contre, ce qui est du financier, là, il y a quelques possibilités. Donc, l'annexe financière est très claire. Hein, nous, on l'a aussi. Donc, à l'intérieur d'un poste de dépense, vous pouvez avoir des modifications. Donc, par exemple, à l'intérieur de l'équipement, du personnel, si vous recrutez plus d'ingénieurs, moins de postdoc ou inversement, simplement informez-nous par courriel et on vous fera le retour. Par contre, entre postes de dépenses, là, une règle s'applique. Donc, vous pouvez modifier donc, le budget entre postes de dépenses jusqu'à 20% du montant total de l'aide. Donc là, c'est toute modification cumulée. En dessous des 20%, vous nous l'informez, nous on en prend note. D'ailleurs, c'est noté sur Appia. Vous pouvez suivre aussi le cumul des modifications. Au-delà de 20%, il faudra faire une demande écrite, donc une RIA en l'occurrence. Puis, ça passera un certain nombre de comités de validation pour que ce soit notifié. Donc, bon, 20%, a priori, c'est quand même une marge assez importante. Ça prévoit plusieurs... on ne peut pas prévoir comme ça des difficultés, mais ça arrive. Et c'est bien d'avoir cette possibilité. Donc, on vous remercie pour votre attention. Vous avez nos adresses. Comme Fabrice l'a dit, on est disponible et on essaie de répondre dans les meilleurs délais. Voilà, donc si vous avez des questions maintenant aussi ou non, on vous souhaite aussi les meilleurs succès pour le projet. Merci et bonne chance. Merci beaucoup à tous les deux. Et puis, on va aller déjeuner dans le hall au même endroit que le café. Et puis, on se retrouve à 13h30 au même endroit.